Bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver pour cette 7e édition des Force Awards Hauts-de-France que j'ai le plaisir d'animer avec Sam Damani et Sébastien Dupré. Alors, je suis Ludivine Deloup, présidente de cette initiative bénévole. Et si vous avez envie de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Alors, depuis l'origine, les Force Awards s'inscrivent dans un collectif régional et dans une cohérence régionale. Dynamique régionale, c'est notre premier succès. En effet, ce sont environ 35 structures qui identifient les talents que l'on souhaite mettre en lumière. Cohérence régionale, pourquoi ? Notre région n'est malheureusement pas à la hauteur en termes de recherche et d'innovation. On n'est pas en haut de classement. Alors c'est une force que nous devons développer collectivement. La R&D et l'innovation restent des réels leviers de différenciation, de vrais facteurs de compétitivité et de développement des entreprises. Les Force Awards, au-delà de vous faire découvrir des pépites et des retours d'expérience, vous inciteront, je l'espère, à vous lancer dans l'aventure de la recherche, du développement et de l'innovation. La R&D et l'innovation, c'est pour tout le monde, start-up, petites, moyennes et grandes entreprises. Alors cette cohérence, elle s'illustre aussi en nous inscrivant dans la programmation des rencontres régionales de la recherche et de l'innovation qui se déroulent jusqu'au 1er décembre. Alors cette année, elles ont comme fil rouge l'Europe. Donc vous retrouverez cette dimension européenne, voire internationale, partout tout au long de la soirée. Alors nous sommes en distanciel et en présentiel. Les règles relatives aux conditions, à la situation sanitaire s'appliquent. Pour ceux qui le souhaitent, cette édition sera également en replay. Alors nous sommes en direct de la chaufferie et j'ai la chance d'ouvrir notre édition 2021 avec notre ambassadeur, Patrice Penel, président du MEDEF Hauts-de-France, et notre parrain 2021, Jonathan Stauber, CEO d'IMA Biotech. Alors bonsoir messieurs et merci de votre présence et d'être à nos côtés. Alors un petit mot avant le premier temps de cette soirée, Patrice. C'est votre 3e participation aux Force Awards. En quoi cela reste-t-il important d'être avec nous ? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Ludivine, les Hauts-de-France, on a quand j'ai du mal à le dire parce que vraiment ça me crée le rouge sur le front. C'est la position de notre région dans l'investissement R&D, que ce soit l'investissement R&D public ou privé, parce qu'on est les derniers de la classe. Il y a les Corses qui font moins que nous. On est vraiment selon l'optimisme qu'on peut avoir, on va dire on est à 2-1, 2-2 ou 2-3. Ah non, 1-1, 1-2, 1-3, pardon. Par rapport à un territoire comme l'Occitanie qui est à plus de 4. Donc on est vraiment, il y a un problème dans la région, on n'investit pas assez, il n'y a pas assez de collaboration sans doute entre les universités, les laboratoires et les entreprises. Et c'est une responsabilité collective. Il ne faut pas dire que c'est de la faute de Pierre-Paul Jacques. On a comme ça. On n'a pas une culture de développement de la technologie qui sont, on le sait, la nécessaire composante de l'avenir des entreprises, de l'avenir économique de la région, de l'emploi dans la région. Et c'est vraiment un thème qu'il faut travailler, retravailler. Et on n'a pas fini d'en parler, Ludivine. Je vais en profiter pour poser une petite question, une question sur le climat ambiant. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont confrontés à de nombreux défis. Quelle est, selon vous, la dynamique dans notre région au regard du contexte ? Non, on le sait, il suffit de lire les journaux, il suffit d'écouter ce que disent les chefs d'entreprise aujourd'hui. On est d'une période exceptionnelle. Le climat des affaires, on appelle ça le climat des affaires, qui est simplement l'optimisme que peuvent avoir les entreprises ou les chefs d'entreprise. Et si un chef d'entreprise est optimiste, il va investir. Et aujourd'hui, on sait bien que si on veut investir dans le long terme, il ne faut pas investir dans des produits ou des services à faible niveau technologique. Il faut investir dans
tout ce qui est à forte technologie. Alors, il y en a dans tous les domaines, dans la santé, dans le numérique, dans l'usinage, dans tous les domaines, il y a des technologies qui émergent. Et c'est vraiment le moment, parce qu'il y a des entreprises qui sont optimistes, parce que les entreprises ont aujourd'hui souvent de très belles trésoreries. Merci le plan Relance, France Relance. Donc c'est le moment de s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut trouver, quelles sont les briques technologiques qu'on peut trouver en région pour accompagner les entreprises. Merci Patrice. Jonathan Stauber, donc vous êtes CEO d'IMA Biotech et vous êtes aussi, comme je viens de le dire, le parrain 2021 des Force Awards. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ? Déjà, merci de m'avoir invité, hein, c'est la première raison. Et puis surtout, j'ai la chance d'être né ici dans la région, d'avoir créé une société dans la santé et qui accompagne l'industrie pharmaceutique avec des technologies de pointe qui ont été développées ici. Et donc, je suis là principalement pour partager et témoigner un peu ce qu'on a pu faire au sein d'IMA Biotech et que beaucoup d'entreprises jeunes et moins jeunes font en région. Donc pour moi, c'est donner un peu une illustration de ce qu'on peut faire dans des partenariats. On va aujourd'hui parler de l'innovation issue de la recherche académique, dont je fais partie. Enfin, j'ai fait partie, et puis aussi de la collaboration publique-privée, on en parle beaucoup. Et puis voilà, donc si je peux un peu libérer les énergies auprès des entrepreneurs et de leur donner un peu, surtout des PME, des ETI, d'aller chercher dans les startups des briques technologiques qui sont aujourd'hui dans les tiroirs des laboratoires et prêtes à être développées. Voilà, je pense que j'aurais en partie réussi. Eh bien, merci à tous les deux pour ces premiers éléments et pour votre implication. Donc, avant de poursuivre, j'ai présenté le programme de cette soirée. Alors, nous aurons donc une keynote sur l'hydrogène bas carbone, des témoignages, 4, qui évoqueront quelques clés de succès de collaboration entre le monde académique et le monde de l'entreprise, et une table ronde qui réunira notre ambassadeur, notre parrain et Daniel Leca, vice-président en charge des universités, de la recherche, de l'innovation et de l'Europe du Conseil régional Hauts-de-France. Alors, ces 3 parties vont être ponctuées de vidéos, de présentation des nominés au prix Force Awards. Alors, la présidente du jury de sélection, Florence Sanson, qui est leader Car Studio Innovation chez Movivia, nous en dira davantage en fin de soirée, au moment de la remise des prix. Alors, c'est à ce moment-là que le public, ici dans la salle à la chaufferie et ceux qui sont en distanciel, voteront pour attribuer votre vote et votre choix. Alors, je tiens à préciser qu'il y aura à la fin de chaque temps une partie dédiée à des questions-réponses. Donc, j'invite les personnes à distance à envoyer vos questions au fur et à mesure des interventions et nos intervenants y répondront avec plaisir. Alors, pour nous les faire parvenir, il faut utiliser l'onglet intitulé « Questions » sur la plateforme Livestorm et non pas l'onglet intitulé « Chat ». Si vous constatez que la question que vous aviez en tête a déjà été posée, vous pouvez la liker. Elle remontera alors automatiquement dans la liste et elle sera posée en priorité. Alors de même, n'hésitez pas à liker toutes les questions que vous trouverez pertinentes et elles remonteront aussi dans la liste pour qu'elles soient posées. Alors, il est désormais temps d'entrer dans le vif du sujet avec cette première partie dédiée, je le rappelle, à l'hydrogène bas carbone. Et j'invite donc à nous rejoindre Mathias Povs. Bonsoir Mathias Povs. Bonsoir Ludwine. Donc vous êtes directeur de l'action EDF, de l'action régionale EDF en Hauts-de-France. C'est ça. Donc, merci d'être là avec nous pour nous parler de l'hydrogène bas carbone. Alors, nous en entendons beaucoup parler. On comprend très bien qu'il y a un fort enjeu de compétitivité, mais en soi, l'hydrogène bas carbone, qu'est-ce que ça ? Alors, merci pour cette invitation à faire une keynote. Alors, on va rester très, très modeste, une keynote de 6 minutes. Devant des scientifiques, tout à l'heure, en me disant ça, je me disais que c'était pas forcément une grande idée d'avoir accepté, mais je vais essayer d'être le plus large possible et surtout de soulever plutôt de questions. Il y a beaucoup de questions encore, mais déjà avoir quelques repères dans ce qu'on appelle l'hydrogène. Aujourd'hui, il faut savoir que
En France, essentiellement, parce que le rapport n'est pas tout à fait pareil partout en Europe, 80% de l'énergie finale qui est consommée, c'est du fossile, 20% d'électricité qui est à 97% décarbonée. Donc, quand on dit que l'objectif est d'avoir la neutralité carbone en 2050, il faut bien sûr s'intéresser à la production d'électricité pour que ce soit décarboné, avec le parc historique et puis donc nucléaire, hydraulique et puis les énergies renouvelables. Mais surtout, l'enjeu, c'est d'aller substituer l'énergie fossile par des énergies décarbonées. Et dans ce contexte, on va retrouver un rôle pour l'hydrogène. Alors déjà, l'hydrogène, c'est pas une énergie, c'est un vecteur énergétique. Et on va le voir puisque on la trouve pas de manière naturelle dans la nature. Elle est combinée, soit avec sous forme présente dans le gaz, le pétrole, le charbon, la biomasse et bien sûr l'eau. On en parle beaucoup avec l'électrolyse de l'eau. Et donc, on va avoir besoin d'énergie pour aller chercher et isoler l'hydrogène. Deuxième particularité, c'est une molécule qui est très petite. Si vous vous souvenez bien, c'est celle qui est complètement en haut à gauche dans le tableau de Mendeleïev. C'est une molécule qui est petite et ça a son importance parce qu'on le verra quand on veut la stocker, la comprimer à très forte pression, ça a des conséquences qui sont non négligeables sur le processus. Et bien sûr, on la trouve je le disais, dans la biomasse à faible quantité, 6%, alors que la biomasse, après, c'est du carbone et de l'oxygène à peu près à part égale avec un peu d'azote. Donc, en fonction des processus utilisés pour aller extraire cet hydrogène, on va l'extraire soit de l'eau, on va l'extraire soit de la biomasse, je le disais, soit du pétrole, et donc il va falloir, ou du gaz, il va falloir amener cette énergie. Donc, premier élément, bien sûr, comment on va casser en fait ces différentes molécules pour extraire l'hydrogène. Et le corollaire, c'est quels sont les procédés, les produits qui vont accompagner cette création d'hydrogène, puisque si on casse des molécules, forcément on recombine le H2, le dihydrogène, mais on va avoir des émissions de gaz non forcément souhaitées, notamment le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone, principalement en tant que contributeur à l'effet de serre. Dans le monde aujourd'hui, quelques grands chiffres, c'est 60 millions de tonnes d'hydrogène qui sont produites et utilisées. C'est environ un chiffre d'affaires, pour avoir quelques euros, c'est 2500 milliards d'euros au niveau mondial. On est à 9 millions à peu près de tonnes en Europe et environ 1 million de tonnes, un peu moins, d'hydrogène par an en France utilisé. 96% de l'hydrogène utilisé dans le monde est fait à base de vaporéformage du charbon ou de produits fossiles, ce qui fait que 1 kg d'hydrogène, c'est environ 10 à 15 kg de CO2. C'est ça qui justement pose le problème, c'est que utiliser un vecteur énergétique dit propre comme l'hydrogène, si vous le produisez à partir du charbon, vous décalez la pollution en amont, mais on n'a pas résolu le problème, puisqu'on va toujours émettre du CO2 dans l'atmosphère. Donc le vrai enjeu, c'est de trouver un moyen de production d'hydrogène propre et l'énergie qui va servir à faire cette réaction chimique qui soit également propre. Donc on a bien sûr 4%, donc je le disais, qui sont bas carbone. Et donc dans ces 4%, c'est essentiellement de l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau, alors là je vous renvoie à vos cours de collège, on met 2 électrodes, on fait circuler un courant dans de l'eau et on récupère 2 hydrogènes et un oxygène à la sortie. Et quand je dis ça, c'est pas anodin, c'est qu'il y a aussi, on parle toujours dans l'électrolyse de la production d'hydrogène, mais il y a aussi de l'oxygène. Et donc, une des caractéristiques, c'est qu'on cherche à produire l'oxygène localement. C'est-à-dire, d'habitude, un gaz, il faut le transporter, donc il y a un coût de transport. Là, l'idée, c'est de produire localement avec des électrolyseurs au plus près des besoins. Il est plus facile de transporter les électrons dans les réseaux électriques que de transporter un gaz dans des containers et l'acheminer sur le lieu de consommation. Et donc, on va développer des écosystèmes. Et quand on valorise l'oxygène en même temps que l'hydrogène, forcément, on réduit le coût de production de l'hydrogène. Alors, dans quoi sont utilisés à quoi est utilisé l'hydrogène? Alors, on va la retrouver dans l'industrie chimique. On va la retrouver dans les engrais, on va la retrouver dans l'ammoniac, mais on va le retrouver aussi dans l'industrie, dans des procédés industriels, y compris, c'est un peu moins connu, mais c'est un bon lubrifiant pour permettre de faire tourner des paliers à très haute vitesse sur des turbines, par exemple. Donc, on a quelques besoins qui sont comme ça disséminés dans l'industrie. Et on a aussi un besoin on a plutôt un besoin de flexibilité dans le système électrique. Alors, en 6 minutes, je ne vous referai pas le système électrique français,
Mais si vous avez tous et toutes consulté, et je pense que vous l'avez fait plus ou moins, le rapport de RTE qui est sorti il y a quelques jours, on voit que pour intégrer les énergies renouvelables qui ont une intermittence, il va falloir des flexibilités. Et une des solutions avancées, c'est de pouvoir produire avec l'électricité d'énergie produite par les énergies renouvelables à une période où on n'a pas besoin forcément dans la consommation, de produire de l'hydrogène, de stocker l'hydrogène et ensuite de la réutiliser. Donc ça, c'est une des troisième solutions. Alors, je voulais rentrer, ça c'est extrêmement important, dans la différentes couleurs d'hydrogène. Vous avez certainement entendu parler de l'arc-en-ciel de l'hydrogène, où tout le monde perd un peu ses repères. Donc, j'ai essayé de faire un peu le recensement. On parle d'hydrogène brun quand il s'agit de gasification de la lignite. Alors, lignite, c'est un charbon qui est un peu plus jeune que le charbon noir. Oui, j'ai révisé parce que je savais que j'étais avec des scientifiques. Alors, c'est un traitement thermique sous pression qui permet d'extraire l'hydrogène, mais un gros défaut, c'est que ça émet énormément de dioxyde et de monoxyde de carbone. L'hydrogène noir, c'est comme le brun, mais à partir du charbon noir. Donc là aussi, un peu moins émetteur de CO2, mais encore extrêmement émetteur. On est au-delà des 10 kg par kilo d'hydrogène produite. On entend parler d'hydrogène gris, qui est le plus produit dans le monde, qui est fait à base de craquage de gaz, le CH4, qui est le méthane. On casse les liaisons et on récupère l'hydrogène. Mais là encore, ça produit énormément de CO2, de l'ordre de 10 kg. Ensuite, vous entendrez parler d'hydrogène bleu. Alors, l'hydrogène bleu, c'est quoi? C'est de l'hydrogène gris, donc produite à partir du gaz naturel, mais dont on vient capter le CO2 dans le procédé. Et donc, on fait du CCS, du carbon capture and storage, voire du CCU, on en parlera tout à l'heure, de réutilisation. Et ensuite, on entend parler d'hydrogène vert. Alors, le fameux hydrogène vert dont tout le monde parle quand on n'a pas parlé de toutes les autres couleurs, c'est l'hydrogène qui est produite par électrolyse de l'eau à partir d'électricité dite renouvelable, et donc produite par des énergies renouvelables. Et ensuite, il y a une autre couleur, puisque l'enjeu étant le bas carbone. Il y a aussi, et en France, on a quand même la chance d'avoir un parc nucléaire qui nous permet d'avoir une énergie abondante et décarbonée, c'est l'hydrogène jaune. Rien à voir avec le pastis, hein. Celui qui est produit à partir d'électrolyse de l'eau, à partir d'énergie décarbonée, notamment le nucléaire, pour faire des gros volumes, notamment dans l'industrie. Donc voilà un peu toutes ces différentes couleurs. Ce qui est important de voir, et on le disait tout à l'heure, l'industrie, le transport lourd et le système électrique, c'est que chaque solution, enfin chaque besoin va avoir ses solutions. On peut aller d'un électrolyseur de l'ordre de 1 MW. 1 MW, c'est 400 kg jour d'hydrogène. Et j'ai essayé d'avoir quelques chiffres, quelques points de repère. Une voiture telle que la Mirai, qui est la plus connue, qui est fabriquée par Toyota, que vous pouvez utiliser quand vous allez à Paris et prendre un taxi à l'hydrogène, c'est 1 à 2 kg par 100 km. Un bus, une flotte de bus qui sont convertis, c'est environ 40 kg par jour, puisque là, on réfléchit plutôt en utilité de service. Et on va avoir un camion qui est plutôt de l'ordre, je cherche mes notes, désolé, qui est plutôt de l'ordre de 4 à 5 kg au 100 km. Ce qui est extrêmement important aussi, ce qu'il faut avoir dans la chaîne de valeur, c'est que l'hydrogène, si on la produit, après, il faut la distribuer, et donc il faut la comprimer. Et donc, quand vous regardez l'énergie qu'il faut, il faut d'abord l'électrolyse, ensuite la compression, et ensuite ce qu'on appelle le pré-cooling, c'est-à-dire que quand vous comprimez un gaz, il s'échauffe, donc il faut le refroidir un peu avant de le distribuer dans une station ou l'utiliser. Et donc, il faut environ 70 kWh pour produire 1 kg d'hydrogène. Donc, c'est quelques points de repère, mais ce qui est extrêmement important à avoir, c'est que déjà, il faut de l'énergie pour produire de l'hydrogène, et donc cette énergie doit être décarbonée. Sinon, vous arrivez au paradoxe qu'on peut avoir dans certains pays, comme en ce moment en Allemagne d'ailleurs, puisque leur mix tourne essentiellement sur le charbon avec le vent qui est plus faible, c'est que vous avez une électricité qui est produite et vous l'utilisez, alors soit en hydrogène, soit dans les véhicules électriques, de manière à recharger les batteries ou à produire l'hydrogène, mais l'énergie primaire, c'est le charbon. Donc on invente la voiture au charbon, ce qui reste quand même pas une grande avancée. Et donc, l'énergie primaire doit être décarbonée et la méthodologie d'électrolyse permet d'avoir de l'hydrogène décarboné. Quelques exemples, hein, parce que je vois que le temps tourne et j'avais que 6 minutes. Des exemples très concrets. Nous, EDF, avons travaillé avec notre filiale, Inamix, à 2 exemples de mobilité lourde. La mobilité pour des flottes de bus, c'est ce qui a été mis en service il y a quelques jours, enfin quelques mois maintenant à Auxerre, c'est-à-dire conversion des bus à hydrogène.
On a le projet similaire qui est en train de se mettre en place, puisqu'on l'a lancé et il a été élu à l'appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME à Dunkerque. Donc les bus du centre-ville de Dunkerque, les 11 bus qui sont la ligne du centre-ville de Dunkerque seront à l'hydrogène, ainsi que les bennes à ordures ménagères. Donc on utilise l'incinération des déchets au centre de valorisation énergétique pour produire l'électricité, pour produire de l'hydrogène qui va alimenter les bennes à ordures ménagères de collecte et les bus. Donc on voit qu'on rentre dans une économie circulaire. Et ce qui est extrêmement important pour conclure, c'est qu'il faut réfléchir en tant qu'écosystème sur l'hydrogène, puisqu'il faut trouver les moyens de valorisation de l'oxygène, éviter les transports et bien sûr pouvoir l'utiliser comme vecteur énergétique. Mais également, dernier usage qui commence à se développer, c'est comment, quand on parle d'hydrogène et de décarbonation, il y a le vecteur énergétique, mais il y a aussi la réutilisation dans le CCU du CO2. Exemple, les cimentiers qui sont extrêmement émetteurs de CO2, on a un projet avec Vicat dans la région Rhône-Alpes où on va les accompagner, on va récupérer la moitié quasiment de leurs émissions de CO2 pour recombiner avec de l'hydrogène produit sur place par électrolyse, ce qui donnera une production d'éthanol, ce qui viendrait produire 200 000 tonnes d'éthanol par an, qui représente à peu près, je crois c'est 200 000 tonnes, ça doit être quasiment le quart de la consommation française aujourd'hui d'éthanol, ce qui permettrait de décarboner aussi cet usage. Donc voilà un panorama assez rapide des chiffres clés et l'importance de retenir ça, c'est aussi les rendements de tout ça. L'électrolyse, c'est environ 60 à 65%. De l'électrolyse haute température, on visera entre 70 et 80%. Et une pile à combustible qui permet de reconvertir en électricité derrière, c'est de l'ordre de 20 à 25%. Et donc, quand on empile ces rendements-là, plus le transport, il faut être très, très vigilant sur les modèles économiques que l'on peut développer. Merci Mathias pour cet éclairage, sans vouloir faire de jeu de mots. Je me tourne vers la régie pour voir si on a des questions des personnes qui sont connectées et je regarde le public pour savoir s'il y a éventuellement des questions ici. Donc, et notre parrain et notre ambassadeur ont peut-être aussi une question à poser. Je poserai bien une question à Mathias. Quelle est la position de la France dans tout ce qui est innovation par rapport à l'hydrogène? C'est quand même une technologie qui est assez, qu'on utilise depuis peu de temps, elle est connue depuis longtemps. Mais alors, c'est une très bonne question, parce que j'avais oublié d'aborder ce point-là, c'est que ça fait partie du plan de relance et du plan d'innovation d'avenir qui ont été lancés par l'État. Il y a 7 milliards d'euros qui ont été fléchés sur l'hydrogène, plus 1,5 milliard récemment sur les investissements d'avenir, ça fait 8,5 milliards. L'Allemagne, par exemple, qui est souvent citée en exemple, est à 9 milliards. Donc, on est complètement comparable et on est plutôt, je le citais, le projet avec Vicat à la fois production d'hydrogène et de réutilisation du CO2 capté, c'est des projets qui sont en pointe à l'échelle européenne, voire mondiale. Donc, on n'est pas, tu le disais tout à l'heure, parfois, on n'est pas complètement dans le peloton de tête. Là, on peut dire qu'on a des très grandes avancées sur l'hydrogène en France. Et surtout, il y a une des utilisations d'hydrogène qui est sous forme liquide, dont on parle assez peu, mais qui est une vraie spécialité française avec Ariane. Il faut savoir que les moteurs d'Ariane fonctionnent à l'hydrogène liquide et on a des turbopompes, juste pour vous donner quelques chiffres, dans quelque chose qui ressemble à peu près à la taille de la table, vous avez 33 000 tours de la turbine et 12 mégawatts. Donc on peut arriver à des densités énergétiques très fortes. Et ça, c'est un savoir-faire français européen. Et la région par rapport à la France, est-ce qu'on est positionné convenablement? Eh bien, je le disais. Et ce sera la dernière question. Oui, c'est ça, j'essaie d'aller vite. Je le disais, on est parmi les projets lauréats avec le projet de Dunkerque en mobilité lourde, du premier appel à projet. Donc, on est, je dirais, sur les starting blocks avec l'ensemble des autres régions pour utiliser ce vecteur énergétique. Et je pense qu'on l'utilisera d'autant plus. On a un projet de production d'ampleur sur le Dunkerquois également avec H2V, puisqu'il y a de très très gros besoins dans l'industrie et on est à des besoins qui dépassent qui sont un multiple de 200 000 tonnes sur le Dunkerquois, rien que sur le Dunkerquois avec les grosses usines, notamment les aluminiers et Arcelor qui a lancé un projet sur le sujet. Merci messieurs. Alors comme indiqué précédemment, cette soirée est celle des trophées Force Awards. Donc, qu'est-ce donc? C'est 35 partenaires, organismes de recherche et de formation, pôles de compétitivité, sites d'excellence, clusters et entreprises. Et j'en profite pour les remercier d'être à nos côtés. Donc, c'est 3 concours,
DocForce, donc thèse en collaboration avec une entreprise, Force Partners, collaboration entre un laboratoire et une entreprise, et Force Startup, création d'une startup issue du monde de la recherche. Donc il y a un jury qui vous sera présenté un peu plus tard dans la soirée par Florence, qui vont remettre 5 prix qu'on va découvrir tout à l'heure. Donc c'est parti, voilà les 6 nominés pour lesquels vous pourrez voter après les avoir tous découverts en images. Et avant de retrouver Sam pour la deuxième partie de cette soirée, voici les 2 premières vidéos, celles du concours Force Startup. Wow. Tu savais que la pollution de l'air pouvait tuer 7 millions de personnes par an dans le monde? Ah ouais, quand même. C'est chaud. Bonjour, moi c'est Romain. Lui, eh bien c'est Romain. Et nous sommes tous deux cofondateurs de Biotheos, une entreprise qui utilise les microalgues pour répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires de demain. Alors vous l'avez vu précédemment, la pollution de l'air tue chaque année dans le monde plusieurs millions de personnes. Et c'est un problème que nous avons voulu solutionner grâce aux microalgues. Ok, très bien, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du phytoplancton, une algue microscopique, responsable de la moitié de l'oxygène que l'on respire tous les jours sur la planète, mais qui possède également une caractéristique vraiment très intéressante, c'est celle de métaboliser, donc en fait d'utiliser certains polluants atmosphériques pour se développer. Maintenant, imaginez que nous rassemblions ce formidable potentiel au sein d'un filtre à air entièrement biologique et surtout brevetable. Et oui, mais avant de breveter ce filtre, nous avons tout d'abord travaillé en collaboration avec le laboratoire du PC2A, donc qui est un laboratoire basé à Villeneuve d'Ascq et spécialisé en qualité de l'air. Ce laboratoire nous a permis d'avoir accès à du matériel scientifique pour tester et ainsi qu'un protocole de test afin de prouver l'efficacité de notre filtre biologique. Nous avons ensuite breveté cette technologie et nous l'avons intégrée dans Oxylon. Oxylon, qui est une colonne de 2,30 m de haut sur 80 cm de large et à destination des endroits intérieurs accueillants du public, typiquement comme le métro. D'ailleurs, d'ici la fin de l'année, nous mettrons en place notre premier démonstrateur dans le métro de Lille. Donc si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous. Bonjour mesdames et messieurs, je vais vous présenter le projet de GeneV Therapeutics qui se focalise sur les maladies génétiques qui sont au nombre d'environ 7000. Il faut savoir que dans la plupart des cas de ces maladies, il n'existe aucun traitement curatif. Ces maladies très généralement se développent dès l'enfance et ont une issue fatale. Chez un patient sur 10, l'origine de la maladie est une mutation dite STOP. La conséquence d'une mutation STOP est d'interrompre la synthèse protéique issue du gène mutant. Une molécule appelée GV01 qui a été découverte dans un groupe de recherche lillois a la capacité de corriger ces mutations dites STOP. GV01 a montré son efficacité sur différents modèles cellulaires, organoïdes et murins. GeneV Therapeutics a donc pour objectif de développer vers des essais cliniques des molécules dont GV01 qui ont la capacité de corriger ces mutations dites STOP. Cela comprend des aspects réglementaires, mais surtout des aspects scientifiques. GV01, en effet, représente un espoir thérapeutique pour environ 1/10 des patients atteints de maladies génétiques. Et parmi ces maladies génétiques, il faut bien entendu entendre les maladies rares comme la mucoviscidose, la myopathie de Duchenne, le nanisme, l'hémophilie, le syndrome de Rett, mais aussi des pathologies beaucoup plus fréquentes comme la maladie d'Alzheimer, le diabète, la maladie de Parkinson et bien sûr le cancer. On peut ainsi espérer traiter 15 000 personnes au moins dans les Hauts-de-France, 150 000 en France, 1 million en Europe et 17 millions à travers le monde. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour commencer cette deuxième partie, ce temps fort, quand notre présidente des Force Awards, Ludivine, m'a proposé d'échanger pendant 25 minutes avec nos différents invités. La thématique était un peu compliquée à définir. Alors, il n'y aura pas de tableau de Medvedev tel que je l'ai rappelé, tel que notre ami Mathias nous l'a rappelé. J'avais plus entendu ça depuis 30 ans.
Merci, je me sens toujours un peu plus intelligent quand je t'entends, Mathias. J'ai voulu appeler cette thématique Roméo et Juliette, tout d'abord, parce qu'on va parler des succès d'une collaboration qui n'est pas induite, celle entre le monde académique et le monde économique, parce qu'aujourd'hui, oui, ce mariage est possible et la fin peut être heureuse. Et c'est pour ça, pendant 20 minutes, je vais avoir un nombre d'invités exceptionnels et on va commencer tout de suite une première table ronde avec mes invités Boris, Jean-François et le troisième, Stéphane. Stéphane qui vient spécialement de Béthune à me rejoindre, je vous en prie. Vas-y Boris, approche-toi, n'aie pas peur. Merci messieurs. Alors, on a 12 minutes 30 et je viens d'en prendre déjà la moitié. Donc il va falloir être efficace. L'objectif ce soir, c'est d'abord, on va faire un rapide tour de table, savoir qui vous êtes, mais surtout d'expliquer en quoi vous avez osé et pourquoi vous ne le regrettez pas aujourd'hui. Alors Boris, d'abord, qui es-tu et quel est le projet que tu viens nous présenter aujourd'hui? Merci. Je suis Boris Dartic-Pérou, donc je suis chef de l'équipe de recherche Sonaris. Et Sonaris, c'est un projet qui vise à développer des démonstrateurs de jumeaux numériques appliqués à la supply chain. Et donc, tu es le référent technique au CEATech pour les Hauts-de-France. Stéphane? Oui. Non, Jean-François. Jean-François, pardon, excuse-moi. Voilà, donc Jean-François Vexten, je suis responsable innovation chez Auxel. Je suis en charge de divers projets, de suivi de thèse, et on a, avec Stéphane, clôturé avec succès un projet européen. Bon, donc on a pu échanger très rapidement sur ton rôle en tant qu'industriel vis-à-vis de ce beau projet qui a été initié donc par Stéphane, qui représente l'Université d'Artois. Tu sais te présenter rapidement? Bonsoir, donc effectivement Stéphane Duchesne. Donc moi je suis professeur des universités à l'Université d'Artois et chercheur au sein du laboratoire système électrotechnique et environnement. Et donc j'ai travaillé avec Jean-François sur une nouvelle technologie pour les interconnexions électriques. Et donc ça a été effectivement un partenariat assez fructueux. Ben on va commencer par vous directement. Ce partenariat il est basé autour d'un projet. Vous pouvez nous dire un petit peu la jeunesse de ce projet et qu'est-ce qui a fait qu'un industriel et un universitaire se sont retrouvés autour de la même table? Alors, on ne s'est pas rencontrés par hasard. On avait déjà, nous, initié chez Auxel, une démarche vers l'université. Une entreprise, ça ne fait pas beaucoup de recherche scientifique et ça a besoin d'aller vers ceux qui savent, les sachants. Et on a démarré d'abord avec un laboratoire régional qui s'appelle le L2EP. On a démarré une première thèse avec eux sur la simulation magnétothermique de nos produits, des bus barres laminés. Et puis c'était très fructueux, donc on a continué là-dessus. On a eu des idées, on s'est rencontré avec Stéphane. Et puis ça a été tellement loin dans cette idée-là qu'on a déposé un brevet ensemble. Et puis, à un moment donné, grâce à l'aide de la région, on avait été sensibilisé aussi aux appels à projets. Et puis, un beau jour, quelqu'un nous a dit, de Louise Vigneault, nous a dit, ce projet-là, il est pour vous. Effectivement, il était pour nous. On avait l'idée, développer notre technologie. On avait le consortium, on était à deux. On avait le projet. On y est allé. Alors, on a été aidé évidemment pour le dépôt du projet avec le dispositif FRAP, qui fait qu'on avait un bon dossier, et ce qui fait que ce projet, on l'a remporté. On peut aller plus loin. Il y avait aussi un marché. Alors, bien évidemment, il y a des marchés derrière. Alors, ces marchés, dans l'industrie, on est toujours sur des cycles longs. Il faut développer la technologie, aller assez loin, faire des démonstrateurs avant que ce soit commercialisable et que je vais dire qu'on puisse faire réellement du business. Mais voilà, il faut travailler à long terme là-dessus. Et toi, Stéphane, quand tu as un industriel qui vient, qui dit on a un marché, on a un potentiel, on veut faire de l'innovation, on a des dispositifs fiscaux qui peuvent nous aider justement à créer cette première collaboration. Comment tu as perçu cette approche? Généralement, la première chose qu'on lui dit, c'est bienvenue. Alors effectivement, Jean-François, c'est une collaboration qui est déjà assez longue. Le LS2E qui travaille dans la thématique du génie électrique avec une spécialité plutôt dans les composants des dispositifs électriques, donc qu'ils soient magnétiques ou isolants. On a une grande habitude de travailler avec les industriels sur de l'innovation, sur quelquefois de la recherche qui est beaucoup plus amont. Donc on a cette habitude d'échanger avec les industriels, de travailler à ce contact-là et d'avoir
quelquefois même de dépasser le côté innovation, d'aller presque dans le développement hein, sur certains produits, comme ça a été là, hein, sur le projet Vilbe avec lequel on a travaillé sur Jean-François. On a eu une idée, ça a été vraiment quelque chose de très rapide. On a eu une idée qu'on a testée très rapidement en laboratoire et on l'a amenée très très rapidement à un niveau de maturité qui était déjà suffisamment haut pour pouvoir justement répondre à la fiche en question. Boris, c'est un peu ce que vous faites au quotidien avec CEATech. Et là, tu es là pour nous parler particulièrement d'un projet qui est le projet des jumeaux numériques Sonaris. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce projet et de manière un peu plus macro, si ce qu'on vit sur ce cas particulier, c'est un cas que tu vois régulièrement au CEA? Donc, en 2 mots, je l'ai dit, le projet Sonaris, c'est un projet démonstrateur de jumeaux numériques donc appliqué à la supply chain. Alors, voilà, on est dans une phase où pour nous, c'est important au CEA d'arriver à montrer aux industriels le niveau de maturité d'une technologie pour permettre de convaincre et pour que eux puissent se projeter sur l'intérêt voilà, technique et économique de cette technologie. Après, de manière générale, au CEA, on développe beaucoup de technologies qui sont appliquées pour le monde de l'industrie. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir... Nous, on se positionne souvent un peu comme un adaptateur d'impédance voilà, entre les besoins industriels, les réalités de marché et puis les technologies qui sont disponibles dans les laboratoires. Alors, on a quand même une acculturation déjà de longue date sur nos 2 autres invités. J'ai entendu tout à l'heure brevet. Est-ce que c'est d'emblée quelque chose qui est dans l'esprit des industriels, du privé, ou alors, au contraire, il faut généralement les évangéliser, les accompagner là-dessus? Il y a beaucoup, je pense que bon, l'exemple qui est donné est un peu spécifique au niveau des brevets. Une chose est sûre, c'est que au CEA, bon, voilà, on est une des centres de recherche qui dépose le plus de brevets en France et puis dans le monde, ce qui nous permet voilà, de mettre à disposition un certain nombre de technologies pour les industriels. Je veux dire, c'est sûr que ça peut rassurer les industriels, par exemple, qu'on ait des brevets et que donc du coup les technologies qui vont être utilisées vont être protégées. Mais je ne suis pas sûr que ça soit un frein, en tout cas, à l'innovation. Au contraire, on parle de volonté de trouver une solution commune, on parle de marché, on parle de protection de la propriété intellectuelle, mais le financement dans tout ça, c'est pas l'initiative du projet, mais c'est important. Comment vous avez réussi à financer votre projet? Tu as dit que tu avais plusieurs sources. On a des dispositifs qui sont à différents niveaux. Vous pouvez nous dire quelques mots sur cette ingénierie? Alors, un brevet, une notion qui est assez facile à comprendre et qui est intéressante pour l'entreprise, c'est la thèse CIFRE. Associé à un laboratoire, c'est ce qu'on a fait nous. Pour le prix d'un technicien dans l'enseignement supérieur, vous avez un niveau ingénieur et avec tout le background d'un laboratoire qui est là pour un support scientifique qui est vraiment avéré. La personne fait partie du laboratoire, fait partie de l'entreprise. Et je vais dire, ça démultiplie, ça nous permet d'accéder à des niveaux de recherche académique. On va se tourner vers Stéphane sur les décharges partielles et les notions qui nous intéressent. Ils savent. Nous, on est des débutants là-dessus, mais eux savent et vont être capables de nous orienter pour aller beaucoup plus loin dans ces trucs-là. Mais vraiment, le dispositif TestCIF, ça a été quelque chose qui est vraiment très, très rentable pour l'entreprise. Un autre dispositif, c'est bien sûr le crédit impôt recherche, qui est assez facile. Alors, il faut faire attention au niveau cadrage, c'est quand même faut bien spécifier, il faut bien faire attention de ne pas confondre la recherche, l'innovation et simplement des activités de développement, mais ce sont vraiment quelque chose qui marche bien. Et après, la voie royale aujourd'hui, c'est vraiment les projets européens. Alors, je sais pas, nous, on a de la chance, on l'a eu du premier coup. Donc, je sais pas, c'est là, parce qu'on avait tout ce qu'il fallait, mais on l'a eu du premier coup. Mais les projets européens, c'est pas si compliqué que ça. Alors, c'est un peu contraignant sur le plan suivi, parce que c'est quand même tout un dossier administratif. C'est une mécanique bien huilée, mais c'est quand même, ça reste quand même assez bureaucratique, mais ça marche bien. Il faut se mettre dans le moule, il faut y aller, etc. Il faut bien comprendre cette mécanique-là.
On est une toute petite entreprise. Je suis seul, je suis seul en tant que coordinateur du projet, coordinateur de consortium. Et bon, j'arrive quand même à gérer l'ensemble du projet. Donc, chez Oxel, j'ai aussi une autre mission. Voilà. Ça me paraît idéal. Je parlais de mariage, de Roméo et Juliette, mais c'est carrément ça. Alors, je ne sais pas qui est Roméo, qui est Juliette. Mais en tout cas, c'est la même chose. Est-ce qu'il nous enjolive la réalité ou tu le vis aussi comme ça, Stéphane? Non, je pense que... Alors, effectivement, le projet européen, ça fait toujours un petit peu peur parce que c'est une grosse machine. D'autant plus pour nous universitaires, parce qu'on n'est pas forcément de base avec beaucoup d'acquaintance pour l'administratif. Hein. Nous, on est plutôt scientifique. Hein, donc, il se trouve que à l'université d'Artois, et je pense que toutes les universités montent beaucoup en compétences là-dessus, il y a vraiment des services d'ingénierie de projet qui sont spécialisés là-dedans, donc qui sont d'une aide plus que précieuse dans le montage des projets. Tout à l'heure, Jean-François en a parlé, en région, on a quand même le dispositif FRAP, qui permet justement d'aller chercher des professionnels du montage de projets pour nous accompagner. Hein. Dans notre cas, à nous, ça a quand même été particulièrement performant sur ces parties-là. Hein. Donc, il y a vraiment tout un accompagnement régional, hein, même pour le dépôt des brevets. On a la SAT, hein, qui aide aussi des universitaires. Donc, il y a le côté, effectivement, ressources purement financières, mais il y a le côté ressources humaines, hein, sur lequel on est vraiment très, très bien accompagné. Et puis, on a aussi en génie électrique le pôle Médée, hein, qui nous avait redirigé cette fiche à laquelle on a répondu et qui nous a permis d'arriver au bon endroit, exactement au bon moment. Donc là, toutes les étoiles se sont alignées, c'était le coup de foudre. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup Stéphane. Et on salue Fabrice Lefebvre de la SAT qui est dans la salle avec nous. C'est vrai que se faire accompagner dans la protection de ces bonnes idées pour pouvoir les exploiter à l'international, c'est ultra important. Donc on a une belle région avec de beaux acteurs et au niveau national comme au niveau européen, on a des financements. On va finir par toi, Boris. Au niveau du CEATEC, vous apportez ce support aussi d'ingénierie financière? Oui, bien sûr. Donc, bien évidemment, enfin, on commence déjà par définir quelle est la problématique, quelles sont les opportunités de recherche technologique qu'on peut mettre en œuvre pour répondre à là où les questions que les industriels ont. Et une fois que ça s'est fait, on arrive à définir une enveloppe de budget pour le projet. Et une fois qu'on en est là, bien évidemment, et notamment pour les phases en général de dérisquage, donc de POC, hein, donc de preuve de concept, il y a un certain nombre de leviers financiers. Voilà, de leviers financiers qui existent et qui sont plutôt bien huilés dans la région. Après, si on veut aller plus loin, si l'intérêt se fait sentir auprès de l'industriel pour valoriser cette technologie-là, il faut aller chercher d'autres leviers, d'autres guichets qui sont parfois un petit peu plus obscurs. Et c'est vrai que ça fait partie des enjeux d'avoir une meilleure lisibilité de tous les dispositifs, notamment européens, qui sont à disposition des industriels pour innover. Et ce sera notre conclusion. C'est être en réseau, ce qui vous a permis de vous rencontrer, être accompagné, donc c'est aussi le réseau. On a des super acteurs, il ne faut pas avoir peur. C'est un peu la conclusion qu'on peut donner à ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Pas avoir peur d'y aller si on pense que notre solution répond à un vrai besoin. Il nous reste peut-être une question du public, s'il y en a une. Sinon, je crois qu'on est aussi en live. Une fois, 2 fois, 3 fois. Merci beaucoup, messieurs. On peut les applaudir. Merci pour votre présence et pour votre honnêteté. Et on va laisser la place à nos nouveaux invités qui peuvent vous remplacer.
Et on est de retour, le temps de changer les micros pour respecter les gestes barrières. Alors, j'ai avec moi quatre super nouveaux invités, messieurs, sans langue de bois. Et oui, je sais compter, on est bien 4 parce que nous avons à ma gauche donc Jean-François Brouin qui est cofondateur de Diagrams, son associé Quentin qui est CTO et aussi cofondateur de Diagrams. Alors, on n'a pas Margot qui est votre troisième comparse, mais que je connais également bien. On a Philippe Pernaut qui est le directeur de la recherche à Centrale Lille. Et le quatrième invité, il est en direct de Paris. Olivier, Olivier, tu es avec nous? Est-ce que tu nous entends? Alors, on te voit. Donc, Olivier, qui représente Oriba, depuis Paris. Alors, un petit problème de son. On va commencer d'emblée avec toi, Philippe, puisque Olivier est ton binôme, c'est ta Juliette ou ton Roméo. Donc, est-ce que tu sais nous dire quelques mots sur le projet que vous portez ensemble, qui s'appelle Smart Digicat? Oui, bien sûr. Et en profiter pour nous expliquer un peu votre rencontre. Oui, bien sûr. Donc, Philippe Pernaut, directeur de la recherche de Centrale Lille. Donc, Smart Digicat, c'est tout simplement une chaire industrielle qui regroupe 3 industriels plus 3 académiques qui se sont fédérés ensemble pour définir la catalyse de demain et en particulier les nouvelles bioraffineries que l'on attend biosourcées. D'accord. Est-ce qu'on a récupéré le micro d'Olivier? Tu peux nous expliquer, Philippe, qui a fait la première rencontre? Alors en fait, on ne vous entend pas, Olivier. La première rencontre était faite entre Solvay et le laboratoire UCCS, sachant que Solvay est un partenaire historique de l'UCCS. Et donc assez naturellement, dans l'évolution de la catalyse, puisque c'était leur sujet commun de partenariat, il y a effectivement ces années futures dans lesquelles l'intelligence artificielle va vite être, disons, si ce n'est une nécessité, en tout cas un atout certain. Voilà, donc le projet s'est initié comme ça. Et puis par ailleurs, de l'UCCS, il a émergé une start-up qui s'appelle Team4 Solutions et qui, naturellement, venant du laboratoire et en particulier des activités catalyse du laboratoire, a été intéressée pour rentrer dans ce projet. Et enfin, Oriba, qui est arrivé un petit peu après. Alors, j'aurais bien voulu que ce soit Olivier lui-même qui le présente. Donc, soit je laisse un peu le suspense, soit j'enchaîne. Visiblement, la régie me fait des grands signes. Non, on n'a pas rétabli le son. Continue. Voilà, explique-nous un petit peu. Et du coup, qui arrive sur un volet qui est plus un volet de caractérisation, dans lequel l'idée, c'est que Oriba apporte des solutions, notamment en microscopie collaborative, on dit les choses comme ça. Et donc, c'est des dispositifs qu'on met à l'intérieur des microscopes et qui permettent finalement soit d'accélérer l'analyse, soit de la rendre plus fiable et de pouvoir regarder les échantillons à plusieurs échelles en repérant correctement les positions. Enfin, c'est un des aspects des choses. Et ce qui est intéressant, c'est comment Oriba est rentré dans le projet, parce qu'il n'y était pas initialement. Et je dois dire que c'est grâce aux institutions, et en particulier à la métropole européenne de Lille, qui a fait le lien entre, disons, Oriba et les équipes qui s'étaient constituées autour de cette catalyse digitale. Voilà. Alors, il y a eu des soutiens évidemment de la MEL, très importants, également de l'ICIT, de Lille, et finalement qui fédère bien l'écosystème, qui, quelque part, a généré un petit peu une partie de ce projet, en tout cas, et bien épaulé l'ensemble. Super. Et on salue aussi l'Université de Lille qui est présente, Dorothée qui nous apporte un vrai soutien. Je vais revenir sur la notion de start-up qui s'est créée depuis le laboratoire. C'est quand même assez incroyable. Je suis toujours émerveillé alors que ça existe depuis maintenant quelques années. Mais ce n'était pas dans les mentalités. Mais justement, avant de revenir sur ce point-là, je crois que l'histoire de Diagrams est tout aussi intéressante. Vous êtes déjà nos lauréats de l'année dernière. Vous êtes lauréats, félicitations pour votre actualité. Vous avez remporté le prix CIC Innovation pour les Hauts-de-France et vous représentez nos belles couleurs régionales bientôt au concours national du CIC Innovation. Bravo. Tu sais nous dire un petit peu comment s'est passée la rencontre et la création quelque part de Diagrams Technologies?
Oui, tout à fait. Donc déjà, je vais juste redire un peu qui on est. Donc Diagram Technologies, on est éditeur de logiciels. Notre logiciel est un logiciel de maintenance prédictive à destination de l'industrie. Et donc concrètement, ce que nous faisons, c'est nous analysons les données des capteurs installés sur les machines pour pouvoir prédire, détecter des anomalies et prédire quand est-ce qu'elles vont tomber en panne. Voilà. Et donc, pour pouvoir faire ça, eh bien, on s'appuie sur des technologies de machine learning qui ont été développées notamment chez INRIA. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés avec Quentin, avec également notre associé Margot, puisque nous avons travaillé ensemble chez INRIA pendant plusieurs années. Nous avons identifié donc une technologie chez INRIA qui pouvait être au cœur de la solution que nous exploitons actuellement. Et donc, nous avons décidé d'industrialiser cette technologie de recherche pour pouvoir en réaliser un produit et répondre aux besoins du marché. Et c'est toi, Quentin, qui travaillait sur l'aspect data science. Tu étais en thèse dans l'équipe de recherche à l'INRIA, c'est ça? Oui, c'est bien ça. J'ai commencé à l'INRIA en thèse. Et moi, je voulais m'orienter vers la recherche appliquée au monde de l'entreprise. Et donc, j'étais parti après, j'étais resté à INRIA, mais je suis passé au service transfert, donc, où je m'occupais de faire des contrats de collaboration entre les entreprises et les équipes de recherche. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-François, qu'on a essayé la technologie, qu'on a identifié sur différents contrats avec différents partenaires industriels. Ça a maturé. Tu t'es dit un jour, mince, pourquoi pas moi? Je fais des technologies de transfert, des collaborations, alors que je peux devenir moi-même un entrepreneur. Oui, c'était un peu ça. La technologie, on voyait qu'elle fonctionnait, qu'elle avait de l'intérêt. Et le côté business, il y avait Jean-François et Margot qui ont vu qu'il y avait un potentiel, en fait. Parce que moi, le côté business, je ne le voyais pas du tout. Et voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment l'intérêt d'y aller et que ça pouvait être une belle aventure, en fait. Bravo, parce que c'est pas si évident que ça que des personnes qui sont issues purement de la recherche passent la barrière et deviennent de même entrepreneurs. Est-ce qu'on a récupéré notre ami Olivier ou pas du tout? Non? Eh ben c'est pas grave, on lui fait un bisou quand même de schnorr. J'aurais voulu rebondir justement sur l'aspect business. Du coup, j'ai compris que c'était pas ta qualité première, hein, la recherche du chiffre d'affaires. Si tu as quitté cette aventure INRIA pour te lancer dans cette aventure entrepreneuriale, c'est qu'il y avait un vrai besoin de marché. Comment tu as fait cette transition? Comment vous avez fait cette transition? Alors déjà, tout d'abord, moi, je venais à l'origine de l'industrie avant de rejoindre à nouveau la recherche. Et donc, dans l'industrie, je connaissais les problématiques des industriels au niveau de la maintenance depuis très longtemps. Et c'est en arrivant chez INRIA et en voyant les capacités actuelles des technologies qu'on a identifié qu'il y avait la possibilité de répondre à ce besoin qui est existant depuis très longtemps de maintenance prédictive. On parle de maintenance prédictive depuis très 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 longtemps. Et en fait, ça avait beaucoup de mal à prendre réellement, simplement à cause des limites de la technologie. Et les limites de la technologie, eh bien maintenant, on commence à les lever. Et donc, c'est maintenant qu'il devient possible de répondre à ce besoin de l'industrie. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'avais identifié. En étant chez INRIA et en travaillant sur des contrats de collaboration de recherche avec Quentin, on a bien vu que le besoin industriel devenait de plus en plus fort. Et donc, on a décidé de passer le pas et de se lancer. C'est incroyable. Ça veut dire que vous avez en plus convaincu des financeurs, et pas que des financements publics, de rejoindre aussi cette aventure. Est-ce que sur cet aspect-là, je crois qu'il y a des business angels, il y a de la BPI, qu'on n'oublie pas, tu sais aussi nous donner un peu ta recette secrète? Alors déjà, tout d'abord, on a été effectivement très très bien soutenu par la BPI, par différents types de financement. On a été soutenu par Force Awards. Ça nous a aidé au début fortement. Et puis ensuite, on a fait notre levée de fonds. Donc, on a eu notre levée de fonds en début d'année. Donc, on est soutenu par des fonds régionaux, donc 4 fonds régionaux et des business angels, ce qui nous a permis donc d'accélérer au niveau des recrutements, puisque ça, c'est le point le plus important. Qui dit produit, dit gros développement pour avoir quelque chose de vraiment fortement industrialisé qui réponde aux besoins des groupes industriels. Et donc, ça veut dire un vrai investissement en termes de ressources humaines. Et tu l'as dit, le besoin était là, et vous savez, en tout cas, y répondre. Ça veut dire que vous avez réussi à matérialiser une solution
sur quelque chose qui reste encore nébuleux dans beaucoup, c'est l'IA, qui est dans l'esprit depuis les années 60. Et donc, vous avez une vraie solution prédictive basée sur de l'intelligence artificielle et qui fonctionne. Vous êtes presque Madame Irma, mais parce que vous répondez à un besoin concret. On fait pas de magie. Un illusionniste ne donne jamais ses astuces. Est-ce que tu comprends cette notion de besoin de marché et donc d'aller chercher aussi une autre forme de financement? On dit souvent le bon argent, c'est l'argent du client. Oui, bien sûr, c'est clair. Les relations entreprises, monde académique, c'est une évidence que c'est quelque chose à stimuler très fortement, que ça vient en complément des recherches autres. C'est dans l'ADN d'ailleurs d'un établissement comme le nôtre. Je rappelle qu'on est un établissement qui héberge 4 écoles d'ingénieurs et que à côté de notre activité de recherche, il y a la formation et c'est un des discours qu'on tient beaucoup à nos étudiants. Donc, on en est nous-mêmes convaincus. Voilà. Et c'est pour ça que donc on a au moins une start-up et peut-être d'autres qui ont émergé. Alors on en a déjà plusieurs, on parlera des autres une autre fois peut-être. Mais oui, on en a plusieurs et c'est clairement dans la politique d'établissement de stimuler les start-up qui peuvent venir d'ailleurs des étudiants, autant que évidemment des enseignants-chercheurs, des laboratoires que l'on a. Bon, eh bien, la boucle est bouclée. On va s'arrêter là avec peut-être une question. Ah, on a Olivier qui est parmi nous. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va quand même lui laisser la parole. Olivier, est-ce que tu es avec nous? Voilà, bah écoutez, est-ce que vous m'entendez? Oui. On a rétabli le son. Formidable, on t'entend. Très, très bien. Moi, je suis très content d'être virtuellement parmi vous. Donc, je suis directeur innovation époque de Horiba France, qui est une entreprise d'instrumentation scientifique et héritière d'une très ancienne entreprise française, Jobin-Yvon, et qui est implantée en région parisienne et aussi sur la région lilloise, avec actuellement un Centralos. Et effectivement, c'est un plaisir de maintenant d'avoir pour nous déplacer sur une de nos innovations, le centre de gravité collaboratif de région parisienne, où est née cette innovation vers la métropole lilloise. Et donc, voilà, c'est le début, on en attend beaucoup. Écoute, bienvenue sur la métropole lilloise. Comme le temps file, je vais te poser qu'une seule question. Est-ce que tu regrettes d'avoir rejoint l'aventure que Philippe Pernaut nous a présentée ou pas du tout? J'en suis très content. C'est le début de l'aventure et je crois que Philippe en a très bien parlé. Et voilà, et c'est vrai qu'elle a pu démarrer grâce à l'environnement régional, et donc ça, c'était quelque chose qui est très appréciable pour moi, qui connaissais plus l'environnement collaboratif de région parisienne. Eh bien, on va s'arrêter là. On t'attend à Lille en chair et en os pour pouvoir en discuter plus amplement. Ce que je retiens en conclusion, et je vous laisserai le mot de la fin, messieurs, c'est la boucle est bouclée, on a des étudiants, on a une vision industrielle, recherche, start-up, on s'est passé de la recherche à l'entrepreneuriat, on se fait accompagner. Bref, on a tout pour réussir. Qu'est-ce qui pourrait être, et ce sera ma dernière question, le frein pour les entreprises ou les laboratoires de recherche qui n'ont pas encore passé le cap? Je vais commencer par toi, Jean-François. Qu'est-ce que tu leur conseillerais justement pour dépasser ce frein? Alors déjà, pour moi, la base de tout, ça reste toujours le besoin du client. Donc déjà, pour pouvoir se lancer, il faut vraiment définir quel est le projet, à quel besoin on veut répondre. Et une fois qu'on a défini véritablement le besoin, on trouve toujours au niveau de la recherche, au niveau de l'enseignement, des ressources pour pouvoir avancer. Voilà. Sans besoin, pas de solution, pas de client. Et toi, Quentin, c'est quoi le frein que tu as su lever et quel conseil tu donnerais à ceux qui sont dans la recherche et qui se posent des questions pour aller vers l'entrepreneuriat? Mon point de vue pour la recherche, c'est faut pas hésiter à aller. Il y a les centres de recherche, il y avait des actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat, aux startups, etc. Et je pense qu'il faut pas se fermer à ça, il faut y aller. Moi, au début, j'étais un peu fermé, j'étais pas très très chaud au départ. Et finalement, on s'ouvre à ça, on rencontre des gens, on voit qu'il y a un potentiel. Parce que quand on travaille sur quelque chose dans la recherche, on voit pas le potentiel à l'extérieur, en fait, en dehors de son labo.
Alors qu'en rencontrant finalement des industriels, etc., on voit qu'ils sont intéressés, que ça peut déboucher quelque part. Oser. Oui. Et pour conclure, Philippe, c'est quoi ton conseil? Moi, je rajouterais à ce qui a été dit, l'envie. Il faut que les partenaires aient envie de travailler ensemble. Et pour qu'ils aient envie de travailler ensemble, il faut qu'ils aient un objectif conjoint sur lequel ils se sont accordés. Et ça, à mon avis, c'est très important, avec un respect mutuel de leurs difficultés chacun. Il faut que l'autre en soit conscient et qu'il l'accepte, en fait. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On a eu un super retour d'expérience. Je vous invite à les applaudir. Et si vous avez des questions, ce sera à l'heure du cocktail. En tout cas, un grand merci. On va passer sans plus tarder à la prochaine partie qui sera animée par notre rôle modèle en animation, Sébastien Dupré. Mais avant cela, on passe tout de suite sur 2 super vidéos de présentation. À très bientôt. Le cancer du sein touche environ une femme sur 10 et compte près de 58 000 nouveaux cas chaque année en France. Il s'agit de la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Différents traitements sont aujourd'hui possibles, mais 40% des femmes vont bénéficier d'une opération de mastectomie qui consiste en une ablation totale ou partielle du sein afin de retirer la tumeur. Parmi ces femmes, seuls 30% choisissent la reconstruction mammaire. Ce faible pourcentage peut être expliqué par les inconvénients des méthodes de reconstruction actuelles. Il existe donc aujourd'hui un réel besoin de développer des solutions innovantes pour la reconstruction mammaire. C'est pourquoi est née la prothèse Matisse, qui est le fruit d'une collaboration entre le CHU de Lille, 2 équipes de recherche, le J-Parc et l'INSERM U1008, ainsi que la start-up Lattice Médical. Cet implant, imprimé en 3D, permet une reconstruction mammaire à partir des tissus de la patiente en une seule chirurgie et ne constitue pas un corps étranger à terme, puisqu'il se résorbe au cours du temps. Les enjeux de Matisse ont donc été de trouver le bon biomatériau ayant à la fois un temps de dégradation et des propriétés mécaniques adaptées à la reconstruction par implant Matisse, mais aussi qui puissent être mises en œuvre par impression 3D et stérilisées sans perdre ses propriétés initiales. Les résultats de mon projet ont aidé au développement de Lattice Médical puisque le procédé de fabrication retenu a ensuite été installé en salle blanche chez un partenaire industriel de la région et le biomatériau sélectionné est actuellement en cours d'évaluation de biocompatibilité. Ces études sont nécessaires pour obtenir les autorisations pour démarrer les essais cliniques ainsi que l'autorisation de mise sur le marché qui est prévue pour 2024. Ce projet de recherche a permis le recrutement d'une quinzaine de personnes depuis 2017, dont une nouvelle thèse CIFRE et la collaboration entre les entités. Les activités menées au cœur de l'ancien bassin minier des Hauts-de-France ont laissé comme héritage des sols considérablement contaminés en métaux lourds et notamment en cadmium, plomb et zinc. On parle ici d'environ 120 km². Vous imaginez bien que dépolluer une telle surface par des méthodes traditionnelles, ça doit coûter une fortune. Mais je crois avoir trouvé une solution, la chicorée. J'ai découvert que cette petite plante, en plus de servir à faire du café, des gratins ou des salades, permet aussi d'assainir nos sols. En effet, lorsqu'elle est produite sur une terre contaminée, certaines variétés de chicorée sont capables d'absorber le cadmium et le zinc provenant du sol dans les racines. Mais ce n'est pas tout. Au cours du temps, elle est même capable de transférer ces 2 métaux lourds de la racine vers les feuilles. Vous comprenez donc bien qu'il est primordial de ne pas laisser sur champ ces feuilles lors de la récolte des racines. Alors, les récupérer, d'accord, mais pour en faire quoi? Ayant remarqué que la chicorée avait une petite affinité pour le cadmium, j'ai eu l'idée d'utiliser ces feuilles pour fabriquer des filtres permettant de purifier des eaux fortement contaminées en cet élément métallique. Celles-ci se sont révélées incroyablement efficaces et même bien plus que les filtres commerciaux actuellement utilisés. Encouragée par ces résultats, cette technologie de filtration a été étendue afin de valoriser 2 types de matériaux considérés comme des sous-produits. Le premier, ce sont des cendres de paille de blé, qui est un déchet généré par un producteur de spiruline de la région. Ces cendres ont été très efficaces pour purifier des eaux polluées par des polluants métalliques, mais aussi par des polluants organiques, comme des perturbateurs endocriniens ou des antibiotiques.
Le second, ce sont des sous-produits principalement constitués d'oxyde de calcium et de magnésium provenant de l'entreprise Cora. Utilisés en tant que filtre, ils ont montré une efficacité remarquable pour absorber le cadmium et le plomb. Ces différents résultats ont donc permis à nos partenaires industriels d'identifier de nouvelles voies de valorisation innovantes pour leurs sous-produits et montrent surtout que c'est peut-être bien dans nos déchets que réside une partie des technologies de demain. Bien, et on est revenu sur scène ici. Bienvenue à Patrice Penel, président du MEDEF, Jonathan Stober, d'Imabiotech, et puis bienvenue à Daniel Leca, qui est vice-président de la région. On va faire une table ronde tous les quatre. Alors Sam, j'hésitais d'appeler cette séquence Adieu poulet, parce que je vois que tu as ramené ton ami ici. J'ai envie de parler de 3 hommes et un couffin, parce que finalement, la séquence va tourner autour de l'expérience de Jonathan. Jonathan, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton histoire, cher parrain de cette soirée? Avec plaisir. Ancien scientifique, hein, j'ai fait mes classes ici à Lille, à l'Université de Lille 1. Donc j'ai eu la chance de passer 8 ans jusqu'à l'aboutissement de ma thèse dans les laboratoires de biologie donc ici. J'avais parcouru un peu la Californie, j'ai voyagé un petit peu et j'avais vraiment un profil entrepreneur et donc je voulais vraiment créer. Et j'ai eu la chance, parce que je pense que parfois quand on crée, c'est aussi de la chance, il faut quand même avoir l'humilité de le dire et de trouver un marché, on peut pivoter. Enfin bref, l'histoire est un peu longue, ça fait 10 ans qu'on a créé Imabiotech et Imabiotech, ça accompagne les laboratoires pharmaceutiques principalement, un peu de cosméto, mais à développer des nouveaux médicaments. Donc tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le Covid, tout ce qu'on peut voir dans les anticancéreux, en fait, eh bien, les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas toujours l'arsenal technologique, ou n'ont pas les expertises complètes pour développer un médicament, et donc font appel à des sous-traitants. Et donc on a créé en 2009 Imabiotech, et on a commencé à 2 dans un laboratoire à Lille 1, à louer des instruments, et puis aujourd'hui on en a, je crois, une quarantaine, et on est 200 personnes, avec 4 sites qui sont basés, 3 aux États-Unis, dont 1 à Boston, et un site toujours à Lille où je suis aujourd'hui. Et c'est toujours le siège social de l'entreprise. Et c'est toujours le siège social de l'entreprise qui grandit et qui a vocation de grandir encore beaucoup, parce qu'on a beaucoup d'ambition dans nos technologies qui sont aussi issues de l'université, qui sont, pour le préciser, des technologies d'imagerie qui sont aujourd'hui très demandées pour mieux accompagner les patients et pour mieux prédire ceux qui vont répondre et pour comprendre pourquoi une partie de la population répond et pourquoi une partie n'y répond pas à ce traitement. Si tu en es d'accord, on va s'arrêter 5 minutes avec toi sur le parcours et les différentes étapes que tu as rencontrées dans ta vie. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que tu commences à dire que tu as d'abord été hébergé dans les labos de l'université. Ensuite, tu as été couvé chez Eurasanté. Oui, donc tu nous en dis quelques mots sur ces en fait, parcours. C'est intéressant parce qu'il y a 10 ans, et on en parlait encore tout à l'heure, il y a 10 ans, c'est vrai que la start-up, on ne parlait pas encore de Startup Nation, on voyait que les Américains étaient très en avance, l'Israël aussi beaucoup. Quand j'ai créé, tout le monde dans mon entourage me disait que finalement c'était un peu trop dangereux, c'était risqué, c'est dommage de faire 10 ans d'études pour se retrouver engagé dans un parcours du combattant. Et en fait, finalement, aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé. On a notre poulet derrière pour nous le rappeler. Moi, je suis passé déjà à l'époque quand même par Eurasanté, par les incubateurs de l'université qui ont un peu fusionné. Mais il y a quand même un environnement autour de la start-up, en tout cas de l'entreprise, qui était naissant et qui est vraiment très développé aujourd'hui. Donc en fait, on est passé par Eurasanté, on a été soutenu par BPI, on a été accompagné jusqu'à Boston avec la French Tech, parce qu'on a créé la French Tech à Boston il y a 2 ans. Donc on voit que maintenant il y a quand même un écosystème, et je pense qu'on va en parler plus longuement ensuite, mais je crois qu'il y a un vrai écosystème de la start-up. Il y a maintenant un écosystème de comment on accélère la croissance des startups pour devenir des PME ETI, et j'espère qu'on va devenir une ETI bientôt. Et puis il y a la relation aussi, on en parlera avec la recherche, parce qu'il ne faut pas se couper. Et moi, mon envie de rester à Lille aussi, c'est qu'on a des environnements de recherche qui sont très forts et on veut garder ça. Et on sait que c'est des leviers de croissance futurs dont on aura encore besoin. Tu nous as dit en préparant cette réunion que tu avais connu l'échec. À un moment donné, tu as dû te recentrer.
Oui, parce qu'en fait, c'est un peu comme une thèse. C'est-à-dire qu'en fait, la thèse, quand on la lit, on a l'impression que c'est juste un petit bouquin qui fait 200 pages, qui a l'air super simple, et on se dit on aurait pu le faire toutes les manips en un mois. Mais en fait, c'est beaucoup d'échecs entre deux. Et en fait, au départ, quand on a créé ma bibliothèque, et ben en fait, on avait comme vocation de devenir un laboratoire de diagnostic avec des technologies. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte que la technologie, elle n'allait pas répondre aux besoins du client. Et donc, finalement, on a pivoté et on avait un modèle double, c'est-à-dire une partie de diagnostic, une partie de service. Et on s'est rendu compte que notre techno d'imagerie, elle répondait vraiment très, très bien au domaine de la recherche pharmaceutique. Et en fait, au bout de 4 ans, on s'est dit, bon, on va arrêter ce développement et on va se focaliser sur ce qui fonctionne bien. Et on a vraiment pivoté et réinvesti beaucoup de notre énergie et des capitaux dans cette aventure. Toi, tu te ressens plutôt comme un scientifique, comme un entrepreneur, ou tu n'arrives pas à choisir finalement? Je ne sais pas si je devrais le dire, parce que si mes investisseurs m'écoutent, eh ben, ils me diront j'espère qu'il est plus trop scientifique, parce qu'ils détestent ça. Je crois que j'aime bien faire les deux. J'adore être dans une réunion de R&D pour mettre mon grain de sel et puis voir un peu, challenger les idées. Mais j'ai tendance à dire que je suis quand même de plus en plus voilà, un gestionnaire. J'essaie de garder la vision du marché et d'anticiper les 5 prochaines, voire les 10 prochaines années, parce que je pense que c'est ça qui est un peu le réussite d'une société, c'est d'être capable de sortir de ce côté très opérationnel et d'être en capacité de voir le monde évoluer et d'être très opportuniste sur l'évolution du marché et les attentes de nos clients. À propos d'opportunités, on va parler un peu d'international, parce que tu as dit que tu étais sur 4 sites, tu as parlé des États-Unis, tu es adossé à des fonds qui t'ont aidé, et je crois que vous avez racheté une entreprise aux États-Unis, tu nous racontes? Oui, alors on a racheté cette année, hein, donc c'est pas très vieux, ça fait 6 mois maintenant. On a racheté une société américaine, on a un fonds de private equity français qui nous a rejoint. C'est une nouvelle aventure parce qu'on scale, hein, on passe à un autre niveau. Pour soutenir ça, en fait, moi j'ai passé 3 ans à Boston, donc là je viens juste de rentrer avec la famille. L'objectif de Boston, c'était aussi voir l'environnement. On parle de la relation publique-privée à Boston, c'est l'une des références dans le domaine de la santé, parce qu'avec Harvard et le MIT, avec les 15 000 étudiants qu'ils génèrent chaque année, ils ont créé quelque chose d'assez historique qui a été pensé. Hein, ça, on pourra peut-être aussi en parler si vous le souhaitez. Mais tu peux y aller, il n'y a pas d'ordre du jour de la discussion, parce que tu nous as dit des choses dans la préparation, et c'est bien, on en parlera tout à l'heure avec Daniel Lecca. Oui, alors en fait, ce qui est très intéressant dans l'historique de Boston, c'est que, bon, il y a quand même Harvard, qui est quand même la plus vieille université, hein, c'est 1626 quand même, très connue. Mais au-delà de ça, ils ont eu la crise du textile. Donc ça a un peu fait un écho à la région ici. Quand on comprend comment Boston s'est développé, c'est-à-dire qu'à un moment, à un tournant, ils se sont dit finalement, on va capitaliser sur vraiment nos forces et on va vraiment approfondir ce qu'on sait faire de mieux. Et avec des universités de pointe comme le MIT et Harvard, en fait, ils ont mis beaucoup de capitaux. Et vous pouvez regarder la littérature, mais aujourd'hui, quand on regarde, c'est 20 milliards de capitaux annuels qui sont injectés par des fonds. C'est 20 milliards par le NIH, qui est un peu le référent INSERM CNRS en France. Et c'est à peu près 660 sociétés pharmaceutiques qui sont créées à date. Alors, je parle pas de PIB ou de croissance, mais c'est vraiment aux États-Unis une référence. Un équivalent de San Francisco en fait dans le digital voilà. Et on reviendra, si tu veux bien. Moi, j'ai envie d'interpeller aussi Patrice et Daniel Lecca. Ce que nous disait Jonathan en préparant, c'est que globalement, le choix qu'avait fait la région de Boston, c'était deux spécialisations. Oui, effectivement, c'est biotech, medtech, oui. En disant on va mettre des labos. Ouais. Par exemple, si vous cherchez des labos qui coûtent très cher, hein, parce que c'est incomparable avec la France, mais ils ont un parc immobilier créé en attente de nouvelles sociétés qui est important et ils s'engagent là-dedans. C'est-à-dire que nous, plutôt ici, on attend à ce qu'il y ait des besoins bien identifiés pour qu'on crée des bâtiments. Eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont dit on va créer, on va incentiver localement, on va faire venir les personnes, mais on va faire que de la medtech et de la biotech. Et en fait, ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que Google vient, on voit IBM finalement venir parce que dans la santé, il y a du digital.
On parlait d'intelligence artificielle, on a beaucoup d'intelligence, notamment en imagerie. Et donc, en fait, c'est des écosystèmes qui se créent, qui sont assez en cercle virtueux. J'ai envie de dire que chez nous aussi, on a fait des choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le saupoudrage. Mais monsieur le vice-président de la région, ça vous inspire quoi, ce que vous entendez? Ça inspire qu'il faut parfois aussi changer de regard. Alors, c'est pas forcément évident quand on est dans une région de 6 millions d'habitants, qui a le passé industriel qu'on lui connaît, qui a ce territoire si étendu avec ses spécificités territoriales. Alors nous, évidemment, la région a la responsabilité de choisir et de définir des priorités thématiques qui font qu'on concentre les investissements, et notamment les investissements publics. Force est de constater que les moyens des collectivités locales et les moyens de l'État sont limités et que donc nous avons besoin de créer des dynamiques, des synergies, y compris avec les acteurs privés. Nous avons une stratégie de spécialisation à l'échelle régionale, peut-être pas assez précise, peut-être pas assez pointue pour faire ce travail de concentration des moyens. Mais nous le faisons néanmoins, et l'Europe nous y invite, puisque, comme vous le savez, nous sommes la première région bénéficiaire de fonds européens, la première région métropolitaine de fonds européens. Nous avons, à ce titre, construit une stratégie de spécialisation territoriale autour de quelques domaines de spécialité. Sans doute avons-nous besoin de les préciser, notamment en relation avec les acteurs régionaux. Et les acteurs régionaux, ce sont toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes dans les laboratoires de recherche, dans les établissements d'enseignement supérieur. C'est aussi en relation avec le monde de l'entreprise que nous devons faire ce travail de spécialisation. Nous y sommes prêts. Mais je rappelle quand même que nous sommes aussi le fruit d'une organisation administrative française complexe, que nous avons connu la fusion de 2 anciennes régions qui avaient 2 identités économiques, identités de spécialisation, identités territoriales très différentes, que nous avons eu un mandat, 5 ans, c'est pas grand-chose finalement, pour faire ce travail d'analyse, de remontée d'informations, de spécialisation. Et aujourd'hui, le but, c'est d'accélérer dans les 5 ans qui viennent, dans les 6 ans qui viennent, et c'est le choix de Xavier Bertrand, d'accentuer nos efforts pour davantage spécialiser notre intervention, davantage la concentrer et faire en sorte qu'il y ait des effets de levier massifs dans nos territoires, parce que la priorité, c'est évidemment la conversion de notre territoire, conversion économique, conversion écologique, conversion numérique, pour faire en sorte de créer les emplois de demain. La région des Hauts-de-France n'a pas vocation à garder cette image d'usine de la France, voire d'usine de l'Europe. On doit être aussi le laboratoire de la France et le laboratoire de l'Europe pour imaginer l'usine de demain. C'est ce vers quoi nous devons aller. Vous nous dites quelques mots sur... alors, j'avais dit à Patrice que tu parlerais avant Daniel Lecca, mais je suis en train de changer, ça ne te dérange pas? C'est pas grave, très bien. Vous nous dites quelques mots sur les ambitions et sur le plan, justement, sur lequel vous avez travaillé. Oui, alors... On est dans une réflexion qui est en perpétuelle évolution dans le cadre des échanges que nous avons avec les acteurs de la région. Mais nous avons à cœur de développer un écosystème d'innovation performant dans lequel beaucoup d'acteurs qui se sont exprimés dans le cadre de ces rencontres recherche-innovation ont témoigné à quel point ils étaient engagés dans le territoire, à quel point ils étaient des relais du monde de l'entreprise. Et nous devons, à nous, Région Hauts-de-France, casser les barrières qui existent parfois entre le monde académique, vous l'avez dit, les laboratoires de recherche publics, et puis le monde de l'entreprise, des acteurs privés, parce qu'il peut y avoir une apparente contradiction entre le temps de la recherche et le temps de l'entreprise. Or, cette contradiction n'est qu'apparente, et que si on veut imaginer le modèle économique de demain, il faut casser cette barrière, parce que nous avons besoin de la recherche au cœur des stratégies d'innovation des entreprises. Nous avons un retard en région Hauts-de-France, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué le chiffre, nous avons en moyenne l'investissement en matière de recherche et d'innovation qui est moitié moins important en région Hauts-de-France que partout ailleurs. Donc nous avons un effort à développer, nous devons insister évidemment dans le financement de la recherche. Investissement public et privé confondus ou Là, c'est public et privé confondus. Nous avons aujourd'hui besoin de renforcer notre investissement public. Évidemment, nous allons le faire. Nous allons proposer une trajectoire d'augmentation et nous allons le faire dès cette année avec notamment un effort sur les allocations de recherche, la volonté de financer des emplois scientifiques et en particulier dans le partenariat public-privé. Nous allons l'annoncer lors de l'annonce du budget de la région. Et nous voulons aussi, en parallèle de ça, poursuivre nos efforts en matière d'appel à projets de diverses natures. Vous avez de l'appel à projets Industrie du futur, dont certaines entreprises peuvent bénéficier. Nous finançons à la fois les laboratoires de recherche et les entreprises qui font cet effort de développement. Nous avons un appel à projet qui s'appelle Stimule, qui permet donc de renforcer ce partenariat. Et vous avez aussi évoqué tout à l'heure, très rapidement, le dispositif Starter qui permet la maturation et le transfert. Et c'est en cela que, du coup,
la boîte à outils de la région s'est étoffée, s'est construite. Aujourd'hui, répond, je crois, à la diversité des besoins. Et nous avons la chance, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un dispositif qui permet d'aller chercher des fonds européens. C'est le dispositif FRAP, qui permet de financer à 100% l'intervention de spécialistes du montage de dossiers européens, cette fameuse ingénierie qui manque parfois, bien pour qu'ils puissent avoir les moyens d'aller lever des fonds européens. Et nous avons en région Hauts-de-France la chance, je l'ai dit, d'être la première région métropolitaine bénéficiaire de fonds FEDER. Et c'est à ce titre que nous allons évidemment mettre le paquet pour que cette recherche partenariale publique-privée puisse être financée sur des fonds régionaux et des fonds européens. Cher président du MEDEF, les entreprises que tu côtoies, elles savent tout ça? Elles ont quoi? Elles savent tout ça, en général? D'abord, je voudrais rappeler que je suis peut-être président du MEDEF, mais je suis d'abord industriel. Donc, c'est une thématique que je connais bien. Dans ma société, j'ai toujours essayé, j'essaye toujours d'apporter de la technologie, parce que la technologie, c'est porteur d'avenir. Et qu'une entreprise industrielle, mais c'est pas qu'industrielle, il y a plein de domaines où c'est comme ça. Et si elle n'est pas tournée vers des technologies futures, eh bien, elle va forcément dépérir parce qu'elle sera rattrapée par des concurrents qui seront meilleurs qu'elle. Aujourd'hui, Monsieur le vice-président, vous avez indiqué qu'il y avait beaucoup d'argent public qui était avancé pour aider ces entreprises, et c'est vrai. De l'argent aujourd'hui, l'État a quand même, le plan de France Relance, c'est quand même 100 milliards. Sur ce plan, la région a apporté 600 ou 700 millions, donc c'est quand même pas une paille. Et par ailleurs, il y a eu la reprise économique aujourd'hui, elle fait qu'il y a de l'argent. Je le disais tout à l'heure, les entreprises, les trésoreries sont remontées très fortement, et l'optimisme est là. Cet optimisme, il doit servir à préparer l'avenir. Et cette soirée, elle est là aussi pour ça, pour donner envie de préparer l'avenir. Moi, je suis émerveillé à chaque fois par les expériences qu'on nous montre, ce qu'on a vu, les films qu'on a vus tout à l'heure, avec des technologies nouvelles qui sont mises à disposition du monde économique. Moi, ça me fait des étoiles dans les yeux, et je me dis, mais c'est formidable, l'avenir est devant nous, et saisissons-le. Malheureusement, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que tout ça, ce sont des risques, et les entreprises, elles ont peut-être trop souvent peur de l'avenir. Comme je le disais, la période actuelle, elle est justement peut-être plus facile. Donc, on a une opportunité, on a une fenêtre de tir aujourd'hui. Je crois qu'il faut pousser les chefs d'entreprise à prendre des risques. Et elles ont un peu de trésorerie, elles ont l'optimisme. Et puis peut-être, c'est comme ça qu'on peut progresser et peut-être faire en sorte que notre région, elle ne soit plus la dernière en termes de R&D ramenée au PIB. Je pense que c'est vraiment, on a une fenêtre de tir, là, il faut en profiter. Le goût du risque, merci Patrice. Le goût du risque, Jonathan, justement, on en parlait aussi ensemble. Toi, tu as une expérience là-dessus. L'état d'esprit, justement, de ces deux mondes que tu connais bien, tu veux nous en dire quelques mots? Oui, alors, on se pose toujours la question quand on veut créer, en tout cas quand on est comme ça, scientifique, dans quelle aventure on va se lancer. Effectivement, il y a un goût du risque. Je crois aussi que le goût du risque, il est culturel. Je crois qu'en France, on a aussi cette aversion au risque qui est très importante. Donc, on parle peut-être du nord de la France, mais je crois qu'on peut le voir un peu partout en France. Ce n'est pas que dans le nord. Et je suis bien d'accord sur le fait qu'on a des opportunités aujourd'hui pour se lancer davantage dans du développement et de la croissance. Et je pense qu'on est là aussi ce soir pour quelque part partager cette expérience, mais aussi dire à ceux qui veulent se lancer ou qui hésitent qu'on a très fortement, on a des écosystèmes en place qui sont là pour les accompagner, et on a des soutiens financiers, des universités, et on a autour de nous, en région, de quoi faire dans tous les domaines. On a eu des beaux exemples dans la santé, on a des exemples dans le digital. Voilà. Et par rapport à ta question sur le risque, oui, alors c'est effectivement une question qui se pose souvent. Moi, dans mon cas particulier, créant après mes études, j'avais franchement qu'une volonté, c'était de l'ambition de développer une société, rien à perdre. Et donc, la question se repose souvent à l'âge de 40 ans. Est-ce que finalement, à 40 ans, je ferai la même chose que ce que j'ai fait il y a 10 ans à 30? J'en suis pas sûr. Mais en fait, je crois qu'il faut se rassurer parce qu'il y a un écosystème, il se développe. Parfois, il est complexe
et il est difficile à comprendre parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Ça, il faut quand même le reconnaître. Et unifier un peu les guichets permettra quand même à tous ceux qui veulent se lancer de pas avoir cette peur du risque. Mais bien évidemment, moi, je suis très optimiste parce que à chaque fois que j'ai eu dans mon passé des discussions avec des grands groupes, je croyais que j'allais jamais avoir de réponse. Et en fait, à chaque fois, on ouvre la porte en disant, tu as eu ce geste de créer, on va t'écouter. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est du business tout le temps, loin de là, mais finalement, je suis quand même assez surpris de toutes les portes qu'on est capable d'ouvrir quand on se lance et qu'on risque un peu. Tu auras le droit à ta chance. C'est ça l'idée. Je voudrais te poser une dernière question, si vous en êtes d'accord, sauf si vous aviez envie de dire un mot de conclusion, Patrice et Daniel. Juste un mot, mais qui rejoint et qui sera la conclusion, mais on a un écosystème d'innovation qui existe, mais c'est vrai, il est complexe, pas forcément lisible. Donc c'est à nous aussi de faire cet effort. On a Hauts-de-France Innovation Développement qui fait ce travail. On a créé Plugin Lab qui est une sorte de vitrine pour l'ensemble des laboratoires qui existent. Nous voulons aussi travailler à la territorialisation de l'innovation parce que c'est un sujet qui est important avec les autres partenaires des collectivités locales qui peuvent être des portes d'entrée pour toutes les entreprises de toutes les tailles. Parce que parfois aussi les PME ont peur d'innover. Eh bien, il faut qu'on ait la capacité de les orienter vers les bons interlocuteurs en territoire. Donc c'est tous ces niveaux-là. L'écosystème, qui est à la fois régional, qui est aussi territorial, c'est cette réflexion globale avec ces stratégies industrielles et c'est derrière la volonté de construire l'économie de demain dans notre région. Et on sait qu'on a encore une reconquête économique à accomplir et à poursuivre. Patrice ? Non, tout à l'heure, Sébastien, on a réfléchi à quoi sert cette soirée. Et je pense que c'est intéressant de se poser la question. D'abord, elle est très réussie. Et bravo Ludivine pour le formidable travail que tu fais. Mais je pense qu'elle doit être encore meilleure l'année prochaine. Alors moi, ce soir, j'ai eu 2 contacts vraiment très intéressants. Un qui concerne davantage mon entreprise avec le CEA Tech, et j'en ai eu un autre avec Dorothée. Avec Dorothée, on a réfléchi qu'est-ce qu'on pouvait faire pour faire ce lien entre c'est Sam qui rappelait qu'on était là pour faire des mariages entre la recherche et l'entreprise. Mais les mariages, c'est pas des mariages de structure, c'est des mariages d'hommes. Il faut que les hommes se rencontrent et parlent entre eux. Et donc, j'ai rappelé un dispositif qui existait jusqu'à il y a une quinzaine d'années, qui était supporté par la région, je pense à l'époque, qui s'appelle la région Nord-Pas-de-Calais, qui s'appelle IEMN Transfert, qui était là avec des clubs. C'est un club. Il y avait des visites d'entreprises et on échangeait les technologies entre les entreprises et le IEMN. Et je crois que c'est peut-être ça. Dorothée, on a échangé nos cartes et je propose qu'on pourrait redévelopper ce type de club. On pourrait peut-être l'appeler Force Award Transfert. Voilà. Je pense qu'il faut oser et osons. Tu as vu, Ludivine, Force Award Transfert, un nouveau prix à créer. Jonathan, avant qu'on lance les 2 films sur les 2 derniers candidats pour les prix Force Partner, Jonathan, justement, c'est très bien puisque ce n'était pas prévu. Moi, je voulais te demander, quelqu'un qui a compté dans ton chemin, tu as en tête quelqu'un qui a compté, qui à un moment donné a été important, soit quand c'était facile, d'aider à accélérer, ou quand c'était difficile? Alors, en fait, je pense qu'il y a quand on crée, on crée son entreprise, quand on la développe, à chaque moment, il y a des gens très, très importants. C'est très difficile de faire le choix dans cette question. Je pense à beaucoup de monde, bien évidemment, mais je pense qu'à chaque étape, on a eu les incubateurs. Je suis passé par Nord Entreprendre. J'ai eu un coach formidable à l'époque qui m'avait dit si tu veux que ta boîte elle fonctionne, essaie de pas y travailler de manière opérationnelle, mais prends beaucoup de distance et travaille sur et pas dans l'entreprise. Donc j'ai une multitude de personnes à qui je pense, mais c'est vrai qu'à chaque moment, on a besoin de financeurs, on a besoin de partenaires, et donc franchement, après 10 ans, je pense qu'il y a probablement une centaine de personnes que je pourrais remercier pendant des heures. J'imagine que tu penseras à eux. Merci en tout cas à tous les 3. Et puis je crois qu'on peut envoyer donc les 2 films pour le prix Force Partner. La résistance aux antibiotiques s'est progressivement développée depuis des décennies et elle concerne à l'heure actuelle l'ensemble des bactéries pathogènes. Aujourd'hui, les nouvelles molécules sont rares et il est parfois difficile, voire impossible, de traiter certaines infections. La recherche de nouvelles solutions thérapeutiques est donc devenue un enjeu de santé publique majeur.
C'est dans cette optique que le projet d'équipe mixte laboratoire-entreprise Smart Lab a démarré afin de créer des synergies entre deux unités de recherche académiques expertes en chimie médicinale et en microbiologie et une compagnie pharmaceutique, Bioversis, dont la filiale régionale est spécialisée dans le développement préclinique et clinique de nouveaux traitements antibactériens. Les travaux d'optimisation et d'identification d'un premier candidat préclinique ont été réalisés avec succès, en partie à Lille. Les premiers essais chez l'homme ont alors pu débuter fin 2020. Au sein du Smart Lab, nous avons alors poursuivi le développement de 2 nouveaux antibiotiques pour le traitement des pneumonies acquises à l'hôpital et de la tuberculose multirésistante. Ce travail passe par la synthèse d'un grand nombre de composés qui sont alors testés sur un panel de souches très large. Les quelques composés qui passent avec succès l'ensemble des filtres peuvent alors faire l'objet d'études précliniques puis cliniques. Au stade actuel de la collaboration, c'est le cas pour le nouvel antibiotique de nom de code BV100 qui a démarré des essais de phase clinique en 2021 pour le traitement des infections liées à Cinetobacter baumannii résistante au carbapénème. En parallèle, un nouvel agent antituberculeux a démontré son efficacité à la fois in vitro et in vivo. Les soutiens apportés par la région des Hauts-de-France et par la Fondation ICIT Université Lille-Nord-Europe à nos partenaires académiques nous ont permis de renforcer au cœur même du territoire régional ce pôle de recherche scientifique d'excellence pour la lutte contre l'antibiorésistance et la découverte de nouvelles solutions thérapeutiques. La collaboration Smart Lab est également une belle aventure humaine, puisqu'au travers de ces différents projets, de jeunes chercheurs ont pu être formés et le recrutement en région de chercheurs plus confirmés a également pu être possible. Vous avez tous entendu parler de la 5G qui vient de démarrer. Et la 5G, elle nous promet à terme d'avoir des débits pour chaque utilisateur autour du gigabit par seconde. Alors en environnement urbain, quand on fait un calcul rapide, on se rend compte assez facilement que si on veut couvrir les besoins pour la future 5G, on aura besoin de énormément de données, donc une pression terrible sur le volume de données à échanger pour les utilisateurs finaux. Pour arriver à relever ce défi technologique, on doit monter en fréquence de façon à pouvoir augmenter la capacité des systèmes de transmission actuels pour préparer la post-5G et ensuite la 6G qui est attendue en 2030. Teleweb est un projet qui a vocation à répondre aux télécommunications du futur, 5G et 6G. Et pour cela, au niveau régional, nous avons mis des compétences complémentaires qui viennent d'un côté du laboratoire IEMN, qui amène toute son expertise de valorisation des essais en télécommunications, et de l'autre côté, MC2 Technologies, qui amène toute l'expertise au niveau industrialisation, intégration de ces produits du futur, des produits à très haute valeur ajoutée. Eh bien, le moment tant attendu est arrivé. Ça y est, nous allons découvrir les 5 lauréats. Donc, avant tout, pour le prix coup de cœur du public, j'invite les personnes dans la salle et celles qui nous suivent à voter pour élire leurs lauréats parmi les 6 projets nominés Trophée Force Awards, donc parmi les 6 que vous avez pu voir en vidéo. Alors, concrètement, pour voter, je vous invite à scanner le QR code qui s'affiche ou vous connecter sur votre téléphone à Breakcast et voter pour votre nominé préféré parmi les 6. Alors, merci d'avance à toutes les personnes qui vont voter. Nous découvrirons les résultats de vos votes dans quelques minutes. Avant cela, Florence Sanson, donc vous êtes leader Car Studio Innovation chez Mobivia et vous présidez cette année le jury des Force Awards. Alors, que pouvez-vous nous en dire ?
Bonsoir à tous, bonsoir aux participants dans la salle et à ceux qui nous écoutent en ligne. Donc oui, je suis, et merci Ludivine de m'avoir sollicité pour être la présidente de cette 7e édition du prix des Force Awards. C'est une très grande fierté en tant que leader innovation, bien sûr, et surtout représentante d'un groupe qui a puiser ses racines dans les Hauts-de-France, qui est né dans la région, même si aujourd'hui il est très exposé à l'international. C'est le groupe Mobivia, que vous connaissez certainement au travers de ses marques phares, que sont Nord-Auto, Midas, ATU ou Auto5, les leaders de l'entretien de véhicules. Alors, pendant qu'on est dans ce temps de remerciements, laisse-moi remercier une personne clé dans l'organisation de ce prix des Force Awards. C'est Sophie Tison. Je pense qu'elle est dans la salle. C'est une ressource absolument clé qui nous a préparé les dossiers aux petits oignons et qui nous a éclairé sur les points très spécifiques, très techniques. On est dans le domaine de la recherche dans ces dossiers et donc elle nous a vraiment bien expliqué toutes les facettes des différents projets. Puisque, comme vous allez le voir, le jury est composé finalement de pas mal de sensibilités et nous venions tous avec nos backgrounds pour sélectionner à la fois ces projets innovants, ces projets issus de la recherche, ces projets issus de la région. Alors, dans les jurys et dans les membres du jury, je pense qu'ils vont bientôt s'afficher. Vous avez des représentants du monde académique, des représentants de la recherche, des représentants du public, des grandes entreprises. Et donc, ça nous a permis effectivement de sélectionner parmi les projets qui ont candidaté. Et ils étaient nombreux cette année, mais là, c'est un coup de teasing aussi sur l'année prochaine. Faites connaître ce prix, parce que vous allez voir, c'est un prix qui a de belles récompenses et surtout qui met en lumière et qui offre une très belle visibilité à ses postulants. Donc, faites de la pub pour l'année prochaine. On a besoin que vous soyez nos ambassadeurs sur le prix Force Awards. Et donc, ce jury, il a décerné 4 prix et vous avez aussi le prix du public qui est en train, j'espère, de se construire avec vos votes. Donc, dans la salle et en ligne, allez-y. J'espère que vous avez été attentifs aux 6 vidéos, mais votez pour ce prix du public. Donc, pour rappel, nous avons 5 prix ce soir. Les Doc Force, Doc pour doctorants, les Force Partners, les Startup Force, le prix du public et le grand prix du jury. Donc, qu'est-ce qu'on a fait finalement au sein de ce jury? Eh ben, on a été studieux d'abord. C'est grâce aux fiches que Sophie Tison nous a préparées. On s'est vraiment imprégné des projets. Et puis, on a eu une première réunion et on a débattu. On a voté sur la base de ces dossiers et les résultats ont été serrés, très serrés, et ça veut bien dire la qualité des dossiers qui étaient présentés. Et donc, on a dit, on a fait une première sélection et on a demandé des précisions sur ces dossiers. Et c'est à l'issue de cette première réunion du jury que les premiers sélectionnés ont été appelés à se filmer et à donc construire les vidéos que vous avez vues ce soir. Et puis, la deuxième réunion, ça a été la sélection finale et les critères, c'était vraiment bien sûr la profondeur du dossier en termes de recherche, la qualité du pitch vidéo, parce que c'est un exercice qu'il faut maîtriser. On a vu une belle et grande start-up passer juste avant. Eh bien, je pense que pour lever des fonds, il faut pitcher et repitcher et maîtriser cet exercice. Et bien sûr, tout le potentiel que le dossier représentait, le potentiel business, et également de rayonner et de représenter les Hauts-de-France à terme. Donc, voilà quel a été notre travail.
Là maintenant est venu le temps de vous révéler les résultats et surtout continuez à voter et à rester très attentifs avec les vidéos que vous avez pu visionner. Merci Florence. Donc, pour découvrir les différents lauréats, j'appelle à nous rejoindre nos sponsors, 3 d'entre eux. Donc, Clarisse Danins, qui est vice-présidente à l'Université de Lille, Jean-Christophe Baudet, qui est directeur de la recherche et de l'innovation à l'IMT Nord-Europe, et Mathias Pogs, que vous avez déjà entendu tout à l'heure, qui est directeur de l'action régionale EDF en Hauts-de-France. Donc après Roméo et Juliette, 3 hommes et un couffin, on s'apprête à jouer le milliardaire, dirais-je. Ce sera avec quelques zéros de moins. Donc pour le prix Force Partners, Clarisse. Oui, bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là en tant qu'Université de Lille, mais aussi en tant que représentante du Centre INRIA Lille Nord-Europe qui n'a pu être présent aujourd'hui. Donc le Centre INRIA qui est un partenaire de l'université autour du numérique et conjointement nous avons l'ambition de renforcer notre impact économique, alors notamment autour du numérique mais pas seulement. Et donc c'est vraiment, ça fait vraiment écho cette remise de prix des Force Partners qui viennent féliciter une collaboration partenariale. Donc, sans laisser plus de suspense, donc le gagnant de cette catégorie est Terril Wave. Donc, j'invite Paul Philippard, je pense qui représente Terril Wave ce soir. Donc, Terril Wave, qui est une chaire industrielle financée à la fois par l'AMEL et par l'ICIT, Université de Lille Nord-Europe. Donc félicitations. Donc félicitations. Je vous propose de continuer à voter pour le prix du public. Donc Jean-Christophe, à ton tour pour nous dévoiler le prix DocForce. D'accord. Ah, vous m'entendez? Non, non. Donc, déjà, merci Ludivine de l'invitation et puis merci de nous permettre de représenter l'Institut Mines Télécom. Et donc, le gagnant du prix DocForce, que j'invite à nous rejoindre, est mettez-vous plutôt devant les manches debout, c'est un gagnant. Donc, le gagnant est mettez-vous devant les manches debout. Il n'y a pas de gagnant. Mystère. Suspense est à son comble. Voilà. Théo Guérin, que j'invite à nous rejoindre. Bravo, félicitations. Troisième prix, donc le prix Force Startup. Mathias. Je me décale un peu du coup. Alors c'est un vrai plaisir. Merci d'être avec vous et de pouvoir accompagner encore les Force Awards. Alors je suis très heureux parce que en faisant un petit suspense pour le prix Force Startup, parce que c'est vraiment le symbole de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que la recherche soit le début d'une belle aventure et qu'on passe d'un projet, d'une innovation à un vrai développement économique. Et donc sans plus attendre, le gagnant est Biotheos, Romain Dénin, Romain Baheux, que j'invite à nous rejoindre. Alors Romain, et en plus j'ai redécouvert que nous avions un petit bout de chemin en commun dans notre belle entreprise, Romain, parce qu'il me semble que tu as fait une partie en alternance chez nous à la centrale de Gravelines. Messieurs. Donc on en parlait tout à l'heure, un projet dans l'air du temps, si j'ose dire, puisque c'est un purificateur d'air. Bravo pour votre initiative. Félicitations. Alors maintenant, je vous propose de découvrir
le prix coup de cœur du public. Et pour cela, je vais demander à notre parrain de nous rejoindre. Alors, Jonathan. Je suis là. Donc, le prix du public. Oui, et que j'invite à nous rejoindre. Et donc, le gagnant est Smart Lab, l'équipe laboratoire entreprise. J'ai pas eu la suite. Bravo Nicolas. Je suis content parce que c'est un prix pour la santé, donc ça me parle un petit peu. Je suis très content pour vous. C'est pas des bitcoins, hein. Tu parlais de milliards. 1000 bitcoins, on n'est pas loin. Non, c'est des euros, malheureusement. Bravo pour ce que vous lancez. Et puis, bonne continuation. Et puis, en plus, j'ai envie de dire aussi, profitez aussi des prix parce qu'on en a. Et puis, il faut profiter de faire la fête quand on en a. Voilà. Faites la fête. Bravo à tous. Donc, Jonathan, vous restez avec moi. On va laisser le plateau pour découvrir le grand prix du jury et je vais demander à Emmanuel de nous rejoindre. Donc, merci à tous. Bravo. Oui, bravo. Emmanuel. Alors, avant de découvrir qui est le grand gagnant du prix du jury, évidemment, comme il est attribué par le jury, la présidente du jury va nous en dire un mot. Alors, c'est certainement dans le processus le moment le plus intense parce que, effectivement, parmi ces beaux projets que vous venez de voir, certains en vidéo, certains récompensés dans DocForce, dans Startup Force et dans Force Partner, il faut en sélectionner un. Et donc, voilà, nos sensibilités différentes nous ont permis de débattre, même si c'était un peu serré, très serré même, et d'avoir un heureux élu. Et donc, je sans plus attendre, nous allons enchaîner. Donc, Emmanuel. Oui, donc merci beaucoup déjà de m'avoir convié. Donc, je suis très heureux de pouvoir remettre ce prix en porte-parole de l'Institut Pasteur. Il faut bien le dire, c'est l'Institut Pasteur qui regrette énormément de ne pas pouvoir être là ce soir pour remettre ce grand prix. Et je me fais leur porte-parole et je me joins à ce qu'ils peuvent dire en soutien au Force Award, voilà, en soutien renouvelé au Force Award et également pour dire à quel point nous sommes heureux de pouvoir mettre en avant, au travers de ce grand prix, une collaboration remarquable entre recherche académique et entreprise, quelque chose qu'il faut continuer à soutenir. Voilà. Donc, j'en ai déjà dit assez. Et donc, le gagnant est... Suspense. Et là... Ah. Suspense. Le gagnant est... Le suspense est à son comble. Donc, Théo Guérin, que j'invite à nous rejoindre. Et toutes nos félicitations. Merci. Félicitations. C'est la deuxième fois que le Grand Prix est attribué à DocForce. Donc, d'habitude, c'est plutôt les startups qui reçoivent le Grand Prix du jury. Donc, bravo. Ouais, merci. Et donc, pour clore cette édition, je vais aussi demander à Daniel Leca de nous rejoindre pour le mot de la fin.
Merci messieurs d'avoir assisté à cette soirée du début jusqu'à la fin. Et donc pour conclure, j'aimerais avoir de votre part un mot qu'il faudrait retenir. Mais avant de vous entendre et pour vous laisser quelques instants de réflexion, eh bien, je me tourne vers le public en distanciel et en présentiel pour que vous aussi, vous nous donniez le mot qu'il faut retenir de cette soirée. Et donc, pour cela, vous avez un QR code qui va s'afficher. Vous flashez et vous donnez le mot qu'il faudrait retenir, que vous voudriez que l'on retienne de cette soirée. Donc, pendant que vous cherchez votre mot, je me tourne vers vous, Monsieur Leka. Que faut-il retenir de cette soirée? Moi, je crois qu'il faut retenir déjà la notion de partenariat. Je crois que c'était un peu le fil conducteur. Ce sont à la fois des rencontres, la rencontre avec des chercheurs, la rencontre avec un modèle économique, la rencontre avec un territoire, et ce qui fait qu'à un moment donné, le projet d'entreprise réussit et fonctionne. Et je crois que cette soirée montre bien à quel point ce sont des rencontres d'hommes et de femmes et la rencontre avec une bonne idée. Et puis enfin, dernier, juste un mot de plus, juste vous dire que naturellement, la région d'Hauts-de-France sera toujours partenaire d'événements de ce type parce que tout le sujet pour nous, c'est de faire en sorte que des réseaux se constituent et que l'envie naisse aussi de ces différentes rencontres. Ben, merci pour ce soutien affirmé. Jonathan, pour toi? Pour vous, pardon. Pour moi, bien évidemment, je crois que c'est important de créer ce maillage, mais au-delà de ça, je crois qu'il faut qu'on arrive à se convaincre que le risque, il est celui qu'on s'impose, et qu'au fond, il n'y en a pas réellement. Et donc de dire, et de se dire que quand on fait partie d'une grande entreprise, qu'on fait partie d'une petite, ou que l'on fasse partie d'un laboratoire académique, je vous invite tout simplement à sortir de votre réseau et à aller voir les partenaires potentiels, parce qu'en fait, il y a de belles surprises et beaucoup d'opportunités à saisir. Merci Monsieur le Vice-président, merci Jonathan. Je vous propose de découvrir donc le mot à retenir pour le public. Dynamisme. Magnifique, ça fait plaisir. Collaboration, innovation, motivante. Donc merci à tous. Mon mot à moi, le mot de la fin, ce sera merci. Donc merci à vous messieurs. Merci à tous les intervenants, au jury, à tous les acteurs qui nous ont accompagnés pour faire émerger ces différentes candidatures et ces lauréats. Merci à HDFID, à l'équipe de la chaufferie. Merci à la turbine Force Awards, le cœur qu'on devrait voir apparaître à l'écran, je crois. Et je rappelle que cet événement pourra être visionné en replay et que si vous voulez rejoindre les Force Awards, vous êtes les bienvenus dans notre dynamique. Et bonne soirée, rendez-vous l'année prochaine. Merci encore à tous. Au revoir.